La plaine russe et le territoire russe, c'est un grand vide. Et ce vide doit être rempli par quelque chose. Et si on parle d'ésotérisme, il est rempli par quelque chose de diabolique. J'ai oublié le chiffre exact, mais je crois qu'il y a 13 ou 16 pays au total qui ont une frontière avec la Russie. Donc comment la Russie peut s'imaginer sérieusement et prétendre sérieusement être victime d'un encerclement ? Est-ce que je comprends bien que la Chine, il y a quelques semaines, est devenue une nouvelle force nationale socialiste ? À l'échelle du monde, justement, parler d'un retour du religieux, comme on le fait beaucoup, je pense que c'est très occidentalocentrique. Et je pense qu'en Russie, bon, je connais moins bien, mais c'est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, sous l'effet du communisme, un recul par définition de la place du religieux. Mais à l'échelle mondiale, finalement, Dieu s'est très bien porté sans les Occidentaux. Dès qu'il buvait un verre de plus, il parlait de la géopolitique. C'était devenu presque une matière de drague dans des clubs de Moscou. Le vide en géopolitique, c'est même très important. C'est l'une des grandes forces de la Russie. Et on l'a vu au cours du XXe siècle notamment, et même au XIXe avec Napoléon. S'enfoncer en Russie, c'est justement s'enfoncer dans un grand vide et souvent avoir du mal à en ressortir. Florian Louis, vous êtes historien et vous avez écrit un livre sur la géopolitique. Avant de vous poser la première question, je dois vous faire une confidence. La géopolitique, j'ai commencé à lire les livres là-dessus il y a 40 ans en Russie, grâce à une revue qui s'appelait Les Éléments et qui était créée par Alexandre Douguine, qui aujourd'hui est une personne infréquentable. Quand j'ai lu les textes sur la géopolitique, ça a formé ma mentalité pour après. Je ne pouvais plus réfléchir de la Russie qu'à travers les textes que j'ai lus. Et pour moi, la géopolitique, c'est René Guénon. Et quand j'ai lu votre livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la géopolitique ?», j'étais étonnée que René Guénon, à moins que j'ai mal lu, n'est nullement cité. En revanche, vous citez un créateur de mode, Lacoste, que je ne connaissais pas du tout. Alors, en Russie, on disait que le fascisme, c'est René Guénon plus les chars. Est-ce que c'est vrai ? Et pourquoi René Guénon n'est pas dans votre livre ? Alors, effectivement, René Guénon peut, avec beaucoup d'autres, faire partie, on va dire, d'un panthéon d'auteurs qui sont cités par des gens qui se réclament de la géopolitique, qui font des analyses géopolitiques. S'il n'est pas cité dans mon ouvrage, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui s'est présenté comme un géopoliticien, qui a prétendu faire de la géopolitique. Et finalement, votre question, elle soulève tout le problème qui se pose quand on fait un livre comme le mien, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer qu'est-ce que la géopolitique, c'est que règne autour de cette notion et autour de cette pratique un assez large flou, parce qu'effectivement, tout le monde, tous les auteurs, tous les intellectuels qui ont un tout petit peu écrit, ne serait-ce que sur les affaires internationales de leur temps, peuvent, par certains aspects, être tirés du côté de la géopolitique, avec le risque qu'à la fin, si tout le monde est géopoliticien, si n'importe quel théoricien, si n'importe quel penseur peut être qualifié de géopoliticien, alors ça veut dire que personne ne l'est vraiment, puisque, en tout cas, la géopolitique n'a pas de consistance. Or, l'objet de ce livre, c'était précisément d'essayer de sortir de ce flou qui est réel autour de ce concept, et d'essayer d'aller chercher, en tout cas de commencer par là, qu'est-ce qui fait, entre guillemets, la substantifique moelle de la géopolitique? Qu'est-ce qui fait vraiment l'identité, la singularité de cette approche? Et donc, pour cela, je me suis concentré uniquement sur des auteurs qui
se sont revendiqués de la géopolitique ou qui ont été reconnus de manière assez unanime comme étant à l'origine de celle-ci, même si pour certains d'entre eux, essentiellement parce qu'ils n'ont pas vécu à une époque qui aurait permis de le faire, ne s'en sont pas revendiqués. Mais voilà, c'est pour ça que je ne parle pas de René Guénon, parce que si je parlais de lui, je pourrais parler de beaucoup d'autres gens, et j'aurais, je pense, rajouté du flou, là où l'objectif c'était d'essayer au contraire d'éclairer un petit peu, en revenant au cœur de ce qu'est la géopolitique, au noyau. Dugin, dans ses éléments, disait que la géopolitique, à l'époque, quand j'ai commencé à lire ses textes, disait que la géopolitique était quasiment interdite comme une science. Et c'est vrai que quand je suis venue en France et que je cherchais les textes de René Guénon en français, parce que je les ai lus en russe, par définition, j'ai vu que Guénon était chez les ésotériques. Est-ce que c'est vrai, parce que je suis obligée de faire mon école, est-ce que c'est vrai que la géopolitique était plutôt considérée comme une science ésotérique et était plus ou moins interdite? Alors, une certaine géopolitique a pu être rapprochée d'une forme d'ésotérisme, parce que dans une certaine géopolitique, il y a quasiment l'idée qu'on va trouver une formule magique basée sur la géographie pour assurer la domination mondiale. On retrouve ça d'ailleurs très bien ça chez Dugin, effectivement. L'idée, voilà, que si on domine l'Eurasie, on domine le monde, et que donc voilà, il y aurait une clé du monde, c'est le titre d'un livre d'André Sheradam, qui est un géopoliticien aujourd'hui totalement inconnu, mais qui écrivait dans les années 40. Il y aurait comme ça certains endroits du monde, certaines terres, certains territoires, certains espaces qui assureraient une puissance globale. Et de ce point de vue-là, il y a un côté un peu alchimique, comme les alchimistes cherchaient à transformer les choses en or, les géopoliticiens chercheraient à transformer la terre ou l'espace en puissance. Bon. Donc ça, c'est un premier aspect. S'agissant de l'interdiction, alors en France et en Occident, il n'y a jamais eu d'interdiction de la géopolitique. Par contre, il y a eu clairement des effets de mode, de flux et de reflux. Il y a des époques où il a été très en vogue, très à la mode de parler de géopolitique. C'est le cas notamment dans l'entre-deux-guerres mondiales et notamment en Allemagne, là où vraiment se structure et se développe la première grande école de géopolitique. C'est le cas aux États-Unis, on le sait beaucoup moins, au début de la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1941-1942, il y a un véritable emballement aux États-Unis autour de la géopolitique. On publie, on écrit dans les magazines grand public, on fait des films, des émissions de radio autour de la géopolitique. Et il y a clairement ensuite un reflux après la Seconde Guerre mondiale qui vient du fait justement que cette discipline s'était développée dans l'Allemagne nazie et va donc se trouver accusée, plus ou moins à tort, plus ou moins à raison, on pourrait y revenir, mais de collusion avec le nazisme, avec l'expansionnisme hitlérien. Et ça explique que, alors pour le coup, mais c'est un dossier que je connais mal parce que je ne parle pas le russe, mais on lit partout qu'en Union soviétique, la géopolitique était pour le coup interdite. Et de fait, les rares ouvrages que j'ai pu consulter en me faisant aider par des amis russophones qui parlent de géopolitique parus en russe dans les années 50, 60, sont des ouvrages qui dénoncent la géopolitique comme étant une science impérialiste. Et évidemment, dans le contexte de la guerre froide, on sait ce qu'il y a derrière ce mot, c'est pas un compliment. En Occident, en revanche, il n'y a jamais eu d'interdiction. Par contre, il y a eu une forme de gêne et donc une forme de... oui, on a un peu échappé au mot, mais ce que j'essaie de montrer, c'est que si le mot a été un peu, même si ça n'a jamais été total, passé sous silence, les réflexions qui s'inspiraient de la géopolitique ont toutes continué à exister, à prospérer, notamment aux États-Unis, durant la guerre froide, quand se développe ce qu'on appelle aujourd'hui les RI, les relations internationales, toute une partie du corpus de cette discipline qui se forge après la Première Guerre mondiale, mais qui se renouvelle après la Deuxième, reprend pour partie donc des choses dans la tradition, dans la pensée des grands théoriciens de la géopolitique de l'entre-deux-guerres mondiales. Donc un bannissement total, non, mais effectivement une forme de gêne qui fait que pendant longtemps, on n'exhibait pas, on ne se revendiquait pas forcément de ce mot, même s'il y a toujours eu malgré tout des gens qui s'en sont revendiqués, sans d'ailleurs forcément s'en excuser. Il y a les deux, en fait. Il y a des gens qui, dans les années 50, 60, en France, publient des livres avec le mot géopolitique et qui ne cherchent même pas à s'en justifier. Il y en a d'autres qui le font et qui commencent quand même par dire, voilà, je sais que ce mot est un peu sulfureux, mais voilà pourquoi, malgré tout, je pense qu'il faut l'utiliser. Dans la notion de géopolitique, parce que je suis russe, et comme le peuple russe, à mon sens, est profondément antipolitique, enfin... oui, antipolitique, comme Thomas Mann qui disait apolitique. Apolitique, oui, donc c'est peut-être c'est pas tout à fait la même chose. Oui. C'est peut-être ça que j'ai envie de dire. Les Russes sont désengagés politiquement. Oui, apolitiques. Parce que fatalistes. Du coup, bien sûr, vous parlez de la géographie, beaucoup de la géographie, et la géographie, soit elle est résultat d'une politique de quelqu'un, soit au contraire la géographie qui forme plus ou moins la politique. Une fois de plus, comme je suis russe et comme je suis apolitique,
depuis que j'ai lu quelques textes sur la géopolitique, j'essaye, en appliquant ces méthodes de géopolitique, de m'expliquer la psychologie de mon peuple et la mienne, et cette espèce d'impossibilité de vivre heureusement dans une société occidentale, ce qui est mon cas. Alors, est-ce qu'on peut dire que la géographie influence plutôt la mentalité, pour ne pas dire le destin d'un peuple, parce que c'est plutôt comme ça que nous percevons notre géographie. Si je comprends bien, la géopolitique, la classique, c'est est-ce que le peuple est plutôt de mer, de terre, de rivière, est-ce que c'est les plaines ou les montagnes? Quand nous, on réfléchissait pourquoi la guerre avec les Tchétchènes, c'est vain, on savait parce que c'est un peuple de montagne, donc invincible par définition. Et quelque part, je trouve que tous les problèmes du peuple russe aujourd'hui, c'est parce que la plaine russe et le territoire russe, c'est un grand vide. Et ce vide doit être rempli par quelque chose. Et si on parle d'ésotérisme, il est rempli par quelque chose de diabolique, de Méphistophèle. Est-ce que vous pensez que la géopolitique, c'est plutôt une géopsychologie ? Alors, la géopolitique n'est pas une géopsychologie, mais elle a pu être influencée, et certaines de ces influences peuvent venir effectivement de penseurs qui, au XIXe siècle, essayaient de faire une psychologie des peuples qu'ils rattachaient parfois à la géographie. Je cite dans mon livre une conférence qu'a tenue le grand historien de l'Antiquité au XIXe siècle, Camille Jullian, historien français, qui, en inaugurant une série de cours au Collège de France sur la Gaule, explique à ses auditeurs, il leur dit, vous allez être surpris par moments, il y aura une forme de familiarité entre le comportement de ces Gaulois et le nôtre, entre la psyché de ce peuple et la nôtre. Et donc, il véhicule là ce vieux cliché qu'on connaît bien en France, nos ancêtres les Gaulois, et qu'on a plutôt tendance effectivement à considérer comme une forme de mythologie dont il faudrait se défaire. Et lui explique que oui, les Gaulois sont bien nos ancêtres, mais pas justement par la génétique ou par le sang, mais ils sont nos ancêtres justement par la terre. C'est-à-dire que les Gaulois vivaient sur la terre sur laquelle nous vivons, et ce faisant, eh bien, ils avaient des comportements, des attitudes, une vision, une conception du monde qui était en partie influencée par le milieu dans lequel ils vivaient, et donc ça expliquerait qu'il puisse y avoir des familiarités entre des peuples, même, entre guillemets, génétiquement, ethniquement différents, dès lors qu'ils habitent une même terre. Et vous l'avez dit, effectivement, on a aussi des penseurs qui, par exemple, vont expliquer que on peut retrouver chez toutes les populations insulaires un certain nombre d'attitudes spécifiques. Chez les populations montagnardes, un certain nombre d'attitudes spécifiques et différentes. Je m'appuie, moi, là, dans mon livre sur les travaux de Pierre Bourdieu, notamment la notion d'éthos, et j'explique effectivement qu'il y a un ethos des marins, enfin des gens qui vivent sur le littoral, qui sont donc souvent des marins, qui ont un ethos porté vers, par exemple, le secours de celui qui est en danger, même chose dans les montagnes, qui peut expliquer que, par exemple, quand il s'agit d'aller arrêter des migrants qui traversent des frontières, soit par la mer, soit par les montagnes, eh bien, il y a des accords entre justement des montagnards ou des littoraux qui vont avoir une attitude plutôt de solidarité à l'égard de ces personnes-là, parce que c'est une culture, c'est un ethos ancré chez les marins, chez les montagnards, on vient en aide à une personne en danger, quelle qu'elle soit. Tandis que l'État central, qui vit dans la plaine, effectivement, lui a un regard peut-être plus administratif, moins compassionnel, et duralex, sed lex, il est interdit d'entrer, on ne rentre pas. Donc on peut effectivement développer des réflexions comme ça. Il y a évidemment, ça peut vite devenir périlleux, simpliste et essentialiste, donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire des livres entiers où on essaierait d'expliquer la psychologie des peuples et leur attitude politique par le milieu dans lequel ils vivent, mais en tout cas, oui, ça a clairement existé, et oui, ça fait partie des sources d'inspiration d'un certain nombre de penseurs qui ont travaillé aux origines, au développement de cette discipline qu'est la géopolitique. La relation entre les pays peut être diplomatique et donc politique, elle peut être aussi amitié de peuple ou penchant pour le peuple. Et si on prend l'Angleterre, la Grande-Bretagne, c'est vrai que j'ai vu que pendant la perestroïka, on avait beaucoup plus, nous les Russes, de facilité à communiquer avec les Britanniques. J'expliquais ça par le penchant vers l'aristocratie, qui n'existe pas en France, ou n'existe plus. Et après, je me suis dit, parce que la Grande-Bretagne, c'est une île, et la Russie, avec ce grand territoire, reste comme une île, même si c'est un continent. Mais
Peut-être parce que c'est très continent n'est jamais qu'une grande île. Oui, tout à fait. Et du coup, je me disais que les hommes d'affaires ont toujours eu du mal à collaborer avec les Français et beaucoup plus de facilité à collaborer avec les Britanniques. Et voilà que la politique se mêle. Maintenant, la Russie devient ennemie des Britanniques et les Ukrainiens, qui faisaient partie de la Grande Russie, sont devenus les grands amis de la Grande-Bretagne. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, ce que j'ai envie de dire, est-ce que la géopolitique est construite d'un côté par les diplomaties, donc la politique, et puis par les attirances psychologiques ou ancestrales des peuples? Oui, ça recoupe la grande opposition que je théorise dans la première partie de mon ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a deux conceptions de la géopolitique. Vous l'avez dit, si on fait très simple, il y a une conception classique qui considère qu'on peut expliquer la politique des États par leur géographie, et une politique dite moderne ou humaniste qui va, elle, considérer que la géographie compte peut-être, mais la volonté, les idéaux des hommes sont plus importants. Et évidemment que ce que vous dites là s'inscrit dans ce deuxième courant, contrairement à ce qu'on évoquait avant qui s'inscrivait dans le premier. Moi, j'essaie de montrer que les deux ont des éléments de réponse intéressants. Donc, évidemment, je suis d'accord avec vous, on ne va pas expliquer l'attitude des Ukrainiens, des Russes ou de qui que ce soit, leur attitude politique uniquement par la géographie. Il va de soi que s'il peut y avoir, comme vous l'avez dit, des fluctuations dans les systèmes d'alliance, c'est précisément parce qu'il y a des fluctuations dans les représentations, dans les intérêts, dans les idéaux, qui font qu'on se rapproche plutôt des uns, plutôt des autres. Mais il est vrai que la géopolitique a plutôt tendance à s'intéresser justement aux continuités. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt de repérer les régularités. Le fait qu'à travers parfois plusieurs siècles, eh bien, on assiste à des comportements politiques similaires d'acteurs qui peuvent politiquement et même en termes d'idéologie changer, mais qui géographiquement sont toujours les mêmes. Et la Russie, de ce point de vue-là, est évidemment un très bon exemple, puisque la Russie, finalement, a gardé, par exemple, pour le dire très simplement, mais cette tentative impériale, depuis l'époque des tsars jusqu'à l'époque aujourd'hui de Vladimir Poutine, en passant par l'URSS. Donc, autrement dit, les idéologies qui ont présidé à ce pays, qui ont gouverné à ce pays, ont extrêmement changé, mais les politiques sont restées, finalement, les politiques étrangères, assez similaires. Et ça, c'est ce qui intéresse beaucoup la géopolitique, qui va essayer de dire, mais est-ce que cela ne peut pas s'expliquer justement parce que, certes, les hommes ont changé, et leurs idées aussi, mais le pays, dans ses fondements matériels, dans sa géographie, est resté la même. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse la géopolitique depuis longtemps. Les géopoliticiens classiques se réclament très souvent d'une citation de Napoléon, qui dit, à propos de la Russie justement, que les États font la politique de leur géographie, et d'après Napoléon, voilà, la Russie serait l'exemple même de cela, un pays qui ne peut finalement avoir qu'une politique cohérente qui est liée à sa géographie. Et quand vous regardez, d'ailleurs, même quand il peut y avoir des variations dans la politique russe, par exemple, la géographie peut permettre de comprendre certaines choses. Par exemple, quand la Russie, à la fin du 19e siècle, début 20e, d'Alexandre III va s'allier avec la France de la Troisième République, ce sont deux régimes qui n'ont rien à voir. Idéologiquement, la France de la Troisième République ne partage rien avec l'autocratie finissante et autoritaire d'Alexandre III. Et pourtant, on s'allie. On s'allie pourquoi ? Parce qu'entre les deux, il y a l'Allemagne, qui est un ennemi commun, qu'il s'agit de prendre en étau. Donc, quand on regarde effectivement une carte, on comprend l'intérêt d'une alliance franco-russe à ce moment-là, qu'on ne peut pas comprendre si on regarde simplement les discours et les régimes politiques qui sont à proprement parler antagoniques. Alors la géopolitique, c'est mer, terre, et aujourd'hui il y a iCloud. Y a-t-il une géopolitique des nuages ? Il y a aujourd'hui des géopolitiques de tous les espaces. La géopolitique, elle travaillait effectivement à l'origine sur les espaces telluriques et marins, donc la terre et la mer. Il y a eu beaucoup de travaux justement qui tendaient à opposer la puissance maritime et la puissance terrestre. Aujourd'hui, effectivement, on travaille sur également l'espace aérien, l'espace extra-atmosphérique, l'espace numérique. Et donc, dès lors qu'il y a un espace, on peut réfléchir géographiquement et donc on peut réfléchir géopolitiquement. La question, évidemment, c'est dans quelle mesure ça nécessite des adaptations. Et ça en nécessite, bien sûr. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à une forme de superposition avec des couches spatiales différentes qui font que nous vivons dans, si j'ose dire, plusieurs mondes à la fois. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un monde, entre guillemets, matériel, terrestre, d'accord, et de fait, nous sommes en un lieu, en un espace, en l'occurrence à Paris, où des lois, donc une politique s'applique et nous sommes tenus de nous y soumettre.
Par contre, en sortant, je pourrais allumer mon téléphone, aller sur Internet, et Internet est un espace déjà où les lois qui sont censées s'imposer du fait de la législation française et européenne ne sont pas toujours si bien appliquées que cela. Et donc je vais pouvoir, en entrant dans cet espace-là, tout en restant les pieds dans l'espace matériel français et européen où je suis, accéder à un autre type d'espace où prévaut finalement un autre type de politique, parce que tout simplement le pouvoir politique qui s'exerce dans cet espace, en l'occurrence virtuel, l'espace d'Internet, n'est pas exactement le même. En tout cas, il y a un pouvoir qui s'exerce en théorie, des jure, mais de facto, dans les faits, c'est parfois un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, effectivement, toute la difficulté, quand on essaie de penser une géopolitique multidimensionnelle, c'est d'arriver à penser l'imbrication entre des logiques, justement, des rapports espace politique, donc géopolitique, qui peuvent être, qui sont de différentes natures en un même lieu et en un même espace. Parce que finalement, en un même lieu, on a des superpositions d'espaces de nature différentes, en un même lieu et en un même temps, pardon. On vit donc dans un monde où une personne peut devenir presque un pays, dans ce monde de iCloud. J'ai deux questions, mais je vais poser les deux questions en même temps, parce que je pense qu'elles sont plus ou moins similaires. Les États-Unis, c'est une puissance qui dirige quasiment les autres. C'est celle qui domine, qu'on le veuille ou pas. Par exemple, les pays où le socialisme développé a été établi, au fait, c'était les États-Unis qui l'ont permis. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont fait en sorte que l'économie de ces pays a un siècle de retard. On a construit l'industrie de Staline avec les moyens et avec la technologie des États-Unis du 19e siècle. Et pareil, aujourd'hui, la Russie est restée économiquement dans le 20e siècle. L'Ukraine risque de devenir une espèce de fausse industrie qui est retardée d'un siècle. Donc ma première question, pourquoi les présidents des États-Unis ne sont pas élus par toute la Terre, puisque c'est eux qui décident pour nous. Et deuxième question, qui en résulte de la première, que pensez-vous d'Elon Musk? Est-ce que c'est une nouvelle force politique qui est de l'ordre de iCloud? Alors, la première question est un peu compliquée. Enfin, ça va de soi pourquoi tout le monde n'élit pas le président des États-Unis, parce que tout le monde n'est pas états-unien et que chaque pays élit son président. Et je serais quand même plus nuancé que vous sur l'idée que les États-Unis dirigent le monde. Certes, ils sont la principale puissance, mais ils sont loin de pouvoir obtenir tout ce qu'ils veulent de qui ils le veulent. Et de manière générale, la leçon qu'on observe en ce début du XXIe siècle, c'est que la puissance, ou ce qui semble en être une, n'est souvent pas aussi puissante qu'on en a l'impression. Il y a quelques mois, on l'a déjà un peu oublié suite à ce qui se passe en Ukraine, mais les États-Unis repartaient assez piteusement d'Afghanistan, qui est pourtant pas une grande puissance, à laquelle ils ne sont rien parvenus à imposer du tout. D'accord ? Et c'est pas la première fois que ça leur arrive, le Vietnam, la Corée, etc. etc. Bon. Je relativiserai beaucoup cette idée d'une omnipotence des États-Unis. Et je relativiserai encore plus l'idée que des individus puissent être des rivaux d'État et exercer une puissance équivalente à un État. J'en rigolerais même parce que, excusez-moi, mais c'est l'idée qui s'est développée effectivement dans fin des années 90, début des années 2000, que l'économie allait supplanter le politique. Mais la Russie, là encore, en est un très bon exemple. Effectivement, on a vu ceux qu'en France on appelle les oligarques, mais les oligarques, si le chef de l'État il décide que celui qui exerce le pouvoir souverain, que la récréation est finie, eh bien la récréation elle est finie et on les empoisonne ou on les emprisonne. D'accord ? Elon Musk, c'est pareil. Si on le laisse agir, c'est parce que le président des États-Unis et les États-Unis estiment qu'il est plus un atout dans leur jeu qu'un obstacle. Mais Elon Musk, il a beau être le plus riche du monde, il ne peut rien contre si, par exemple, les États-Unis, un État dont il est citoyen, voulait réellement s'opposer à lui. Donc il faut beaucoup relativiser. C'est-à-dire que oui, on a des individus qui exercent une forte, moi je préférerais dire influence que puissance, justement pour bien distinguer les choses, mais ils n'ont de sphère d'influence que dans la mesure où on veut bien leur en laisser une. Il y a des règles du jeu qui sont fixées, et il y a des cadres qui sont donnés, et ce sont toujours les États qui les fixent, et ce sont eux qui, in fine, exercent l'autorité, et je ne pense pas que des individus, en tout cas surtout seuls, aussi riches soient-ils, puissent s'opposer à des États. Les seuls individus qui peuvent s'opposer à des États, ce sont des individus en masse, justement, dans des révoltes, dans des révolutions. On le voit en Ukraine, finalement, où on a un peuple qui se soulève contre un État qui l'agresse. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais un individu seul, même riche, ne peut rien.
Vous parlez de l'État et du coup je vais essayer de formuler la question sur l'État. En fait, l'effacement de l'État, c'était une idée marxiste. Et les Russes, comme toute bonne idée chez nous devient une idiotie, malheureusement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, est-ce qu'il y a une question géographique qui conditionne ça? Mais en tout cas, en effaçant l'État, ils ont créé une espèce de monstre de gouvernement de peur, parce que c'est ni l'économie, c'est la peur qui gouverne les Russes. Et ne pensez-vous pas qu'on vit dans une époque où l'État, effectivement, un peu partout perd, en tout cas tout le monde, de toutes les chaînes d'information parlent de la faiblesse d'État. Est-ce que c'est finalement le marxisme qui, avec un peu de retard à cause des Russes, arrive à faire effacer l'État? Et aussi, est-ce que c'est pas quelque chose qui révèle cette tentative d'effacer les frontières étatiques, nationales et géographiques? Et d'ailleurs, est-ce que c'est toujours d'actualité, les frontières? Alors, il y a beaucoup de questions en une seule, mais là encore, je relativiserai cette idée d'un déclin de l'État, ou plutôt, si déclin il y a, c'est un déclin, une fois de plus, assumé et voulu par les États. Et même chose d'ailleurs pour les frontières. L'un des facteurs qui pourrait expliquer, entre guillemets, le déclin de l'État, ce serait précisément le libre-échange, etc. Mais le libre-échange, ce sont des États souverains qui décident de le pratiquer ou non. Personne n'a forcé les États à créer le GATT ou à créer l'OMC, etc. Donc, si les États se délestent, mais voilà, se délestent, donc c'est un choix de leur part d'une partie de leurs prérogatives, c'est leur volonté avant tout, c'est pas quelque chose qui s'impose à eux. Ensuite, quant à chercher des origines à un recul de l'État, pour le coup, je les chercherai plutôt, alors c'est moins original que vous, mais tout simplement dans le libéralisme que dans le marxisme. C'est quand même avant tout le libéralisme qui a théorisé la nécessité d'un effacement de l'État. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un âge de plus en plus illibéral, et donc que la tendance est et va être sans doute au contraire, un retour des États, une réaffirmation des États, et on le voit bien justement, puisque on voit l'illibéralisme, comme on dit aujourd'hui, se propager un peu partout dans le monde. Donc je pense que l'État est loin d'avoir dit son dernier mot, et ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, sur finalement la faiblesse des individus, même riches et même influents, face à ce que peut un appareil d'État. D'accord ? Et même en Russie, l'État est loin d'avoir disparu, il a été confisqué par un homme, mais c'est bien un État toujours malgré tout. Et donc voilà, l'État il peut se métamorphoser, il peut prendre plein de formes. Et puis il faut faire aussi très attention à ce discours sur la disparition de l'État, parce que même en France, on a un certain discours qui parle de la France comme d'un État ultralibéral ou je ne sais quoi, mais quand on regarde les faits, les chiffres, on n'est pas du tout dans un État ultralibéral, on a un État extrêmement interventionniste qui capte près de 50% des richesses créées. Donc il faut faire attention, il y a l'écart entre les représentations, les images, les discours et la réalité matérielle et chiffrée des faits qui me feront beaucoup nuancer votre diagnostic. Au demeurant, personnellement, j'y vois pas forcément un mal. Le problème serait d'ailleurs peut-être plutôt la prolifération, la multiplication des États que l'État en soi. Je pense que l'État est nécessaire, on a besoin de forces de régulation. Le problème, c'est que quand le monde devient tellement morcelé, qu'il y a tellement d'États, justement, ces États, par nature, sont de plus en plus faibles et donc de moins en moins capables de remplir leur rôle. Donc le problème, c'est, je pense, pas forcément plus ou moins d'États, mais mieux d'États, ce qui suppose peut-être justement de mettre un peu un frein, mais on n'est pas parti dans cette direction, à cette fragmentation du monde un nombre d'États de plus en plus important, mais des États qui sont de plus en plus faibles et de moins en moins reconnus. Au cours des dernières décennies, on a vu plein d'États se créer qui sont, comme on dit, des États de facto, mais des États qui ne sont même pas reconnus par les autres États ou par tous les autres États, ce qui rend extrêmement compliqué finalement la gestion des questions internationales aujourd'hui. Il y a un certain nombre de philosophes en Ukraine qui donnent comme un exemple de nouvelles formes de pouvoir cette société qui s'est créée à Tchernobyl, où participent plus ou moins 75, je pense, scientifiques, pour faire un projet qui durerait 120 ans à peu près. Et ils ont mis 2 ans pour se mettre d'accord sur le langage commun scientifique, parce que certains calculent en kilomètres ou en livres, d'autres en kilos. Bref. C'est-à-dire qu'ils disent que cette structure où il y a des gens curieux qui viennent, chacun avec son idée, son idée scientifique, ne sont pas dépendants ni
des dons d'État, je ne sais pas comment on dit ça en français, quand il y a une bourse d'État pour développer quelque chose, ni c'est une commande d'État, parce que par exemple la science soviétique, c'était une science de commande, une science presque de peur. On mettait les scientifiques dans une espèce de presque goulag et on leur donnait la commande de créer une bombe. Donc c'est pas une vraie science, c'est pas une vraie connaissance plutôt, je dirais, et c'est surtout pas une curiosité. Or, ces philosophes ukrainiens disent qu'il faut essayer sur le territoire ukrainien après la guerre, essayer de créer la société de curieux qui n'ont pas de nationalité. Et, pensez-vous que c'est une nouvelle utopie qui est en train de se naître en Ukraine ? Est-ce possible ? Je ne connais pas ces théories, je ne les ai pas lues, mais telles que vous les décrivez, effectivement, on a l'impression de relire Charles Fourier, Étienne Cabet et tous ces socialistes qu'on a qualifiés à tort ou à raison d'utopistes au XIXe siècle, qui voulaient justement refonder le monde, non pas en s'emparant du pouvoir de l'État, mais en recréant un pouvoir ou un non-pouvoir à la base. Et pour le coup, ça ne m'étonne pas vraiment, alors on est en Ukraine, mais la Russie, au XIXe siècle, a une grande tradition de nihilistes, d'anarchistes, de populistes, qui ont, Alexander Zen et d'autres, beaucoup théorisé les choses. Enfin, quand je vous écoute, ça me rappelle un peu toutes mes lectures sur ces sujets-là, donc je ne connais pas le détail. Est-ce que ça peut marcher ? Moi, je suis quelqu'un d'assez pessimiste sur ce genre d'expérience, mais on verra. Enfin, visiblement, il y a une dimension un peu techno-scientifique dans ces projets, donc moi, j'ai un peu l'impression quand j'écoute une fois de plus la description que vous m'en faites, de gens qui voudraient créer une espèce de Silicon Valley ukrainienne, pour le coup. Plus que ça, vous savez sur quoi ils se basent ? Sur Burning Man. Parce qu'ils disent, voilà, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, parce qu'ils créent des choses farfelues, mais parfois très très techniques, et puis ils viennent dans une espèce de... comment on appelle ça, où il n'y a que le sable. Un désert. Dans un désert, dans des conditions assez compliquées. Et ils créent quelque chose et après ils brûlent tout et ils s'en vont. Mais ils ont réalisé quelque chose. Donc il y a vraiment des Ukrainiens qui sont d'ailleurs très très proches de Zelensky, des philosophes, qui sont en train sérieusement de penser à ce type de nouveau gouvernement de territoire. À la place du vide que les Russes ont créé, parce que comme j'ai commencé pour vous dire que je pense que la grande géographie russe, c'est le vide, parce que 80% de territoire est inhabitable. Et du coup, les Russes sont malades de vide. Et quoi qu'ils touchent, tout ce qu'ils touchent devient le vide. Mariupol, c'est devenu un territoire détruit, vide. Donbass, ça va devenir un grand vide, non seulement matériel, mais aussi psychologique et moral. Alors, comment combler ce vide ? Qui va vouloir venir sur ces territoires ? Est-ce que c'est les Asiatiques ? Est-ce que les Russes, on ne va pas laisser faire ? Les Ukrainiens vont probablement partir. Comment ce vide va être rempli d'après vous ? Ça, c'est encore un problème un peu éternel de la Russie, qui est un pays, un État et même un empire riche en espace mais pauvre en hommes. Et donc la Russie a toujours effectivement eu ce syndrome obsidional qui est totalement paradoxal. C'est le plus grand pays du monde. J'ai oublié le chiffre exact, mais je crois qu'il y a 13 ou 16 pays au total qui ont une frontière avec la Russie. Donc comment la Russie peut s'imaginer sérieusement et prétendre sérieusement être victime d'un encerclement ? Ça n'empêche pas que beaucoup de dirigeants russes, en tout cas, conçoivent sérieusement, se sentent réellement, et il faut en tenir compte, ce qu'on appelle une représentation, comme victime d'un encerclement. Et je pense que ça vient justement du fait que, alors même qu'ils ont ce grand atout spatial qui les rend littéralement inencerclables, ils ont cette grande faiblesse démographique, qu'ils ont un grand territoire avec beaucoup de richesses, mais peu d'hommes, peu de main-d'œuvre pour le mettre en valeur. Et donc, historiquement, ils ont souvent tenté justement de combler ça, alors soit par des migrations intérieures, notamment vers la Sibérie, vers l'Est, au XIXe siècle. D'ailleurs, une partie du système répressif du goulag, comme on l'appelle, avait aussi cette vocation, finalement, de déplacer des populations pour aller peupler des régions qui manquaient de bras. Aujourd'hui, on voit bien que l'invasion de l'Ukraine était aussi pensée, alors ça s'est avéré être un raté total, mais voilà, Vladimir Poutine semblait considérer qu'il serait largement accueilli à bras ouverts par les Ukrainiens et que les Ukrainiens deviendraient des Russes comme les autres, qu'on pourrait rajouter, je crois, à 50 millions d'Ukrainiens, c'est ça, à la population russe, qui permettrait, sur le papier, c'est effectivement, si ça avait marché comme ça, c'était assez sensé, bon voilà, ça permettrait d'ajouter non seulement un peu de territoire, et du territoire avec des terres fertiles, des débouchés maritimes, donc d'un point de vue géopolitique,
un territoire très important et très intéressant, qui a été, on pourrait revenir, extrêmement disputé au cours de l'histoire pour ces raisons, mais ça permettrait aussi d'amener des hommes. Et ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, sur la longue durée, il y a ce problème. Et donc, ça renvoie donc aux discussions là, dont vous parlez. Bon, simplement, ces projets dont vous parlez, je vois mal le gouvernement ukrainien de Zelensky ou d'un autre accepter de laisser à des groupes autonomes l'administration d'un territoire. Donc là encore, l'État finira, je pense, toujours par siffler la fin de la récréation. Là, évidemment, c'est une période un peu d'euphorie, une période d'entre-deux, et toutes les périodes d'entre-deux, d'euphorie, quand un pouvoir vacille et qu'un autre n'est pas encore en place, on imagine, on projette, on rêve, mais la réalité finit toujours par revenir, et souvent, les rêves, après on se réveille. Oui, mais d'après vous, un géopolitologue, quel va être le futur de l'Ukraine? Est-ce qu'elle va rester? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'importance des pourparlers, des négociations, mais en fait, Poutine veut négocier avec les États-Unis à propos de l'Ukraine, pas avec l'Ukraine. Alors bon, d'abord, très important, on parlait tout à l'heure d'alchimie, d'ésotérisme. La géopolitique, c'est pas de l'astrologie, et le géopolitologue, et surtout moi qui suis d'abord en plus un historien, n'a pas vocation à prédire l'avenir. Donc quel sera l'avenir de l'Ukraine, j'en sais rien. Par contre, je peux émettre quelques réflexions. Effectivement, l'avenir de l'Ukraine dépend d'abord, mais pas seulement des Ukrainiens, parce qu'on voit un peuple qui est effectivement combattant, combatif et inventif. Mais il est clair qu'il y a quand même le robinet des armements qui arrivent de l'extérieur, qui conditionnent la capacité de ce peuple à résister. Parce que l'une des grandes leçons, moi, que je trouve intéressante quand on observe la crise ukrainienne à laquelle on assiste, et qu'on la compare à la crise syrienne qui a eu lieu quelques années avant, et qui offre bien des points de comparaison, c'est que, et qu'on la compare même à tout un tas de guerres, je parlais de l'Afghanistan, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, seuls des peuples en armes sont capables de se défendre, des peuples motivés, etc. On voit que ce n'est pas un État, aussi puissant soit-il, les États-Unis par exemple, qui en envoyant ses propres soldats peut venir à bout d'un État, aussi faible soit-il, que ce soit l'Afghanistan par exemple, c'est pas tout à fait un État, les talibans, etc. Il faut vraiment une motivation populaire. Et donc par exemple en Syrie, je pense, on a beaucoup reproché aux États-Unis, aux Européens de ne pas avoir bombardé, etc. Mais il aurait surtout, c'est facile à dire après, et c'était compliqué à faire, hein, mais surtout... il aurait fallu pouvoir s'appuyer sur une opposition, c'est-à-dire qu'il faut quand même des combattants sur place. D'ailleurs, on a fini par le faire avec les Kurdes, mais contre l'État islamique plutôt que contre le régime. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait sur l'Ukraine, il y a l'importance d'une combativité, mais c'est pour ça que je pensais à la Syrie. Si vous avez des combattants, des rebelles, comme on en avait en Syrie, mais qu'ils n'ont pas un minimum de soutien extérieur face à un État puissant, lui-même soutenu par la Russie à l'époque, ça ne peut pas tenir. Donc, effectivement, à un moment ou à un autre, peut-être que les supporters, les parrains des Ukrainiens, en l'occurrence les États-Unis, les pousseront à aller à la table des négociations. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra sans doute trouver un compromis. Mais donc, la question viendra donc sans doute très largement de ce qui se décidera aux États-Unis. Et là, c'est compliqué. Alors d'abord parce qu'il y a des élections en cours qui peuvent changer les majorités, même s'il y a un relatif consensus sur l'idée de l'aide à l'Ukraine. Mais finalement, du point de vue des États-Unis, un abcès de fixation ukrainien pour la Russie, pour fixer les forces russes, c'est pas plus mal, d'accord ? Tant que, et là pour l'instant on n'en est pas sûr, tant qu'il n'y a pas un risque que ça dégénère en guerre nucléaire ou en horreur absolue, d'accord ? Mais finalement, laisser l'armée russe s'embourber, s'enliser dans une guerre sans fin, etc., finalement, à un coût très modeste, sans envoyer un seul soldat américain, ce n'est pas forcément une mauvaise affaire, et donc les États-Unis n'ont pas forcément intérêt à ce que tout cela se termine rapidement. Les États-Unis l'ont dit d'ailleurs dès le début, ils l'ont dit, notre objectif dans cette guerre, c'est que la Russie ne puisse plus recommencer ça pendant très longtemps. Donc le but, c'est pas de vaincre la Russie, entre guillemets de la vaincre totalement, mais de l'affaiblir suffisamment pour qu'elle ne puisse plus causer de troubles, causer de désordre, et qu'on puisse, du point de vue, je parle des Américains, se concentrer sur ce qu'ils considèrent comme le véritable problème, c'est la Chine. Bon, alors, je pourrais encore développer, mais si je résume et pour répondre à votre question, effectivement, l'avenir est très dur à prédire parce qu'il ne dépend pas que des Ukrainiens et des Russes, il dépend beaucoup des Américains d'abord, des Européens ensuite, des Chinois éventuellement. Ça va vraiment dépendre des intérêts des uns et des autres, puisque bien sûr, on est dans une cause, dans une lutte, dans un combat qui se fait au nom de valeurs, mais qui se fait aussi bien sûr au nom d'intérêts, et les intérêts nationaux de chacun des États engagés, soit directement, soit indirectement, sont différents et sont susceptibles, leur attitude est susceptible d'évoluer en fonction de leurs intérêts personnels. Êtes-vous d'accord et est-ce que je comprends bien que la Chine, il y a quelques semaines, est devenue une nouvelle force nationale socialiste ? Pourquoi donc ? Parce qu'ils ont décidé d'en finir avec le libéralisme,
que ça devient un pays nationaliste avec un socialisme d'État, donc national-socialiste. Oui, enfin, bon, je ne vous aurai pas échappé que national-socialiste, ça renvoie quand même à d'autres choses. Donc oui, c'est de ça que je parle. Oui, est-ce que ça ne va pas en finir parce que Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut raison garder et prudence garder, parce qu'effectivement, employer des termes comme ça, ça n'aide pas forcément à être dans... Je pense qu'il faut être plutôt quand même dans la subtilité et dans la distinction, et que caricaturer, entre guillemets, le rival. Alors justement, la Chine, c'est intéressant parce que c'est à la fois un partenaire, un rival et parfois un adversaire, mais le caricaturer, le diaboliser n'est pas forcément le meilleur moyen de le gérer. Donc, c'est juste que je pense que ce qu'en Russie on appelait la nouvelle politique économique, le NEP, bien sûr, c'est fini en Chine. Et après suit... D'accord, oui, j'entends ça. Oui, donc vous auriez... Oui, là c'est intéressant, effectivement, un parallèle qui serait que Deng Xiaoping serait le Lénine chinois qui aurait lancé une NEP, qui ferait une transition avec encore une dose... Alors, si ce n'est... La différence, c'est que justement, il s'agissait quand même avec la NEP de passer d'une économie proto-capitaliste, parce qu'elle n'était pas très développée, à une économie communiste. Donc c'était une phase de transition du capitalisme au communisme, alors que dans la Chine, Deng Xiaoping, on partait d'une économie largement communiste pour aller, on ne sait pas trop vers quoi, mais plutôt en sens inverse, vers le capitalisme. Donc du coup, le parallèle avec la NEP me paraît de ce point de vue-là pas tout à fait pertinent, puisque déjà ce serait une NEP à l'envers, et surtout, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils disent officiellement vouloir aller vers une économie communiste ou nationale. En fait, on va vers des formes de mondialisation différenciée, c'est-à-dire qu'on reste dans un libéralisme, mais un libéralisme par bloc, finalement, un libéralisme de bloc, c'est-à-dire voilà, on va continuer, les Chinois veulent continuer à importer du pétrole d'un certain nombre de pays alliés, du pétrole et du gaz, à exporter leur production dans un certain nombre de pays, mais pas dans d'autres, simplement. On voit se mettre en place, si vous voulez, des systèmes d'échanges internationaux, mais qui sont parallèles. Les circuits, on va... Alice Ekman, justement une spécialiste de la Chine, publie prochainement un livre où elle emploie un concept que je trouve intéressant. Elle parle d'une bimondialisation, justement. On ne serait pas dans une démondialisation, mais on serait dans une double mondialisation, des mondialisations parallèles. Et je pense que ça me paraît plus pertinent pour parler de ce qui va se passer en Chine. Je ne pense pas que la Chine va devenir une Corée du Nord géante, d'accord ? Donc c'est pour ça que parler d'un national-socialisme ne me paraît pas forcément l'expression la plus pertinente pour comprendre ce qui se passe, d'autant plus que parler d'un national-socialisme, c'est très inquiétant. Or, même si les évolutions ne sont pas forcément rassurantes, je pense qu'il n'est jamais bon, de toute façon, de trop dramatiser, surtout quand ça ne me semble pas nécessaire. Il vaut mieux rationaliser, regarder les choses clairement. L'une des choses importantes quand on analyse les relations internationales, c'est toujours aussi de décentrer le regard, se mettre à la place de l'autre, se mettre à la place des Chinois. Je ne pense pas que les Chinois aient l'ambition de dominer le monde ou d'imposer leur modèle, etc. Donc, ils ont des ambitions impérialistes à l'échelle régionale, c'est sûr, mais voilà, je pense que la comparaison national-socialiste n'est pas la grille de lecture la plus pertinente pour comprendre cela. Bon, vous êtes rationnel, je ne le suis pas, parce que là, je vais m'adresser à vous, historien. Ne pensez-vous pas que la grande faille de nous, les Russes, c'est qu'on n'est pas passé par l'époque de Renaissance, ni de Lumière. D'ailleurs, Leibniz, c'est lui qui a utilisé le premier mot géopolitique, le mot de géopolitique. Et votre monde à vous, les Occidentaux, qui est passé par ces systèmes-là. Nous, on est des païens auxquels on a tout de suite donné la religion. On n'est même pas des chrétiens, proprement parlé, parce qu'on était païens et après on est devenu dans les religions communistes. Voilà pourquoi on est des athées. Cette partie de lumière et du rationnel, c'est ça qui nous manque. C'est pour ça qu'on est un peu brut de décoffrage peut-être, ou qu'on n'arrive pas à nous mettre à votre place et on arrive à réfléchir comme vous. En même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de sonner le glas sur l'époque du rationnel ou de lumière, de Renaissance? Certains Russes disent qu'on entre dans une époque de retour. Est-ce qu'on ne vit pas la faille de realpolitik et que finalement on va croire à la politique des valeurs de Thatcher ou des religions abrahamiques?
Je ne sais pas si je m'exprime si, clairement. Si, je comment pensez-vous que... Parce que la Russie qui est énorme, tout le monde, on parle de la globalisation. Est-ce qu'on ne rentre pas dans une époque où il faut apprendre à être petit ? Alors, certains auteurs le pensent, hein, j'en cite un dans mon livre, effectivement, mais pour revenir sur votre question, cette question, je dirais pas, je vous trouve, mais vous connaissez bien mieux la Russie que moi, mais un peu radicale, là encore, en disant que la Russie n'a pas connu les Lumières, quand même, Catherine II, Pierre le Grand, au contraire, ont correspondu, ont fait venir en Russie des hommes des Lumières, et pour le coup, la Russie, et ça n'a rien de très original, fait partie de ces très nombreux pays qui se sont, alors avec elle, évidemment, cette ambiguïté géographique qui fait qu'elle est à cheval entre l'Occident, entre l'Europe et l'Asie, l'Orient. Mais elle fait partie de ces très nombreux pays, comme l'Empire ottoman, comme le Japon, qui, à un moment donné, et notamment au XVIIIe et surtout XIXe siècle, a eu ce que j'appelle parfois la tentation de l'Occident, c'est-à-dire la volonté d'imiter l'Occident. Et vous le savez comme moi, au lendemain justement de la défaite subie par l'Empire russe dans la guerre de Crimée, il y a eu les grandes réformes qui ont été lancées par le tsar Alexandre II, qui voulait justement s'inspirer de donc, l'abolition du servage, etc., du modèle occidental, avec cette idée que on devait s'inspirer de l'Occident, pas forcément pour s'occidentaliser, mais pour être capable justement de se hisser à sa hauteur. L'idée qu'on pouvait finalement retourner les armes de l'Occident contre lui-même. C'est ce qu'ont fait à merveille les Japonais au même moment, ce qu'on appelle l'ère Meiji. Et le problème, c'est que les Japonais ont réussi et les Russes ont échoué. Et on en a eu les preuves de vérité en 1905, quand justement les Russes ont déclaré la guerre aux Japonais pour le contrôle de la Corée et qu'ils ont été battus, bataille de Tsushima, par les Japonais, et ce qui a été vécu comme une nouvelle humiliation, puisque, et peut-être d'ailleurs là se trouve l'un des problèmes de toute la dérive russe au XXe siècle, j'ai envie de dire, parce que les Russes, comme les Japonais, en gros, à peu près au même moment, après la guerre de Crimée, donc on est fin des années 1850, exactement au même moment que les Japonais avec Meiji, se disent on va se mettre à l'école de l'Occident, on va prendre à l'Occident ses instruments pour se hisser à sa hauteur. Simplement, quand éclate l'affrontement 50 ans plus tard, en 1904, entre la Russie et le Japon, eh bien, on se rend compte que les Japonais ont été de bons élèves, qui ont réussi effectivement à se hisser dans la cour des grands, et que les Russes ont été de mauvais élèves. Et là, il y a un grand dépit, et on peut le comprendre, notamment chez les dirigeants russes, qui disent tous ces efforts, tout ça pour ça. On a cherché à entrer dans le club des grandes puissances, on a imité les Occidentaux, et ça n'a pas du tout marché. Et donc on va avoir un retour de balancier en sens inverse. D'accord ? On aura un peu la même chose d'ailleurs dans l'Empire ottoman, qui va, avec la période dite des Tanzimat, commencer beaucoup aussi à s'occidentaliser, à s'inspirer de la France, de la Suisse, de la Belgique, et puis qui, après un certain nombre de défaites, pour le coup contre la Russie, notamment dans le Caucase, va se durcir de plus en plus, avec d'abord le sultan Abdülhamid II, puis les jeunes Turcs, vers un nationalisme turc, qui finira par le génocide des Arméniens. Donc on a comme ça des pays, et je pense que pour le coup la Russie et la Turquie, enfin l'Empire russe et l'Empire ottoman en sont de bons exemples, et leurs états descendants aujourd'hui, qui ont raté, si j'ose dire, leur volonté, leur tentative d'égaler l'Europe en l'imitant, et qui en ont conçu parfois une forme d'amertume qui a pu pousser à un mouvement de bascule en sens inverse, d'opposition justement radicale, et c'est les théories justement slavistes ou panslavistes qui vont reprendre le dessus, ou eurasistes aujourd'hui avec Douguine, qui vont justement être dans un rejet de l'Occident, dans lequel je vois une forme justement de dépit, c'est-à-dire on n'a pas réussi à s'arrimer à l'Occident comme on le voulait, et bien puisque c'est ça, on va lui tourner le dos. Et on va se tourner du côté de l'Asie plutôt que du côté de l'Ouest. Lassalle disait à Napoléon que l'homme n'a plus besoin de... comment il a dit, de hypothèse de Dieu, c'est ça ? De l'hypothèse de Dieu, oui. L'hypothèse de Dieu. Dieu est mort, mais on n'est pas ressuscité. En fait, c'est ça notre époque. Aujourd'hui, pour les pays, être fort, c'est avoir une arme nucléaire. Voilà la conclusion qu'on fait actuellement dans... On a tort, je pense. Parce que moi, la conclusion que je fais, comme je vous le disais, être fort, c'est être uni, être soudé, avoir un idéal commun. On le voit bien. Les Ukrainiens n'ont pas l'arme nucléaire, mais ils sont plus forts que les Russes aujourd'hui. Donc c'est QFD. Être fort, c'est pas des armes, c'est des hommes, c'est des âmes. Oui, mais la question qui se pose, ils disent si on avait l'arme nucléaire, ça serait passé autrement, bien sûr. Et du coup, ça donne envie à d'autres pays d'en avoir. Bien sûr. C'est pas une faille effectivement de siècles de lumière et de la Renaissance. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y a pas le grand retour à la recherche de Dieu, le retour de... il y a le retour d'Ulysse, le retour de Christ, le retour vers le Dieu Père Sauveur. Alors, oui et non. C'est-à-dire que là encore, le problème avec ces idées de retour,
c'est que ça suppose qu'il y a eu une fin ou un départ. Or, je pense qu'on peut relativiser la fin de départ. On n'a pas touché le fond, là. Alors, ça dépend à quelle échelle on se place. À l'échelle du monde, justement, parler d'un retour du religieux, comme on le fait beaucoup, je pense que c'est très occidentalocentrique. Et je pense qu'en Russie, bon, je connais moins bien, mais c'est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, sous l'effet du communisme, un recul par définition de la place du religieux. Mais à l'échelle mondiale, finalement, Dieu s'est très bien porté sans les Occidentaux. Et c'est d'un point de vue occidental qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on a un retour du religieux qui, je pense, n'avait jamais réellement disparu d'une large partie du monde. Alors, oui. Je pense que je parle de Dieu et pas d'institution. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'idée de Dieu. Dieu n'est pas chef. Or, par exemple, la guerre, à mon sens, a achevé l'Église orthodoxe. C'est évident. D'ailleurs, le pape s'est comporté un peu bizarrement pendant cette guerre, donc je me demande si l'Église catholique n'est pas aussi faible aujourd'hui que l'Église orthodoxe, parce que c'est pas Dieu que je mets en cause, hein, ou le moral chrétien, c'est les institutions de l'Église. Oui, alors là, effectivement, c'est encore autre chose. En Russie, on a cette vieille tradition héritée de Byzance de ce qu'on appelle le césaropapisme, qui de fait aboutit à une forme de soumission, voire d'instrumentalisation, en tout cas de partenariat politique entre le pouvoir et l'Église. C'était le cas justement dans la Russie tsariste avec ce qu'on appelait le Saint-Synode, hein, qui dirigeait l'Église orthodoxe et qui était de fait à la main des tsars. Donc ça, effectivement, dès lors que le pouvoir politique flanche, le pouvoir religieux est attiré avec lui dans sa chute parce qu'il y a un lien consubstantiel, congénital qui a survécu effectivement à la parenthèse communiste entre les deux. Dans le monde catholique, ce sera déjà différent parce que justement, à la même époque médiévale, quand je parlais du césaropapisme byzantin, on a la réforme grégorienne qui va introduire presque un début de ce qui sera plus tard la laïcité, c'est-à-dire quand même chacun chez soi. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César, et donc le pouvoir politique et le pouvoir religieux vont avoir tendance, dès l'époque médiévale en Occident, à diverger, dans le monde catholique en tout cas, et donc du coup le pouvoir de l'institution catholique est un peu plus à l'abri, on va dire, des soubresauts du pouvoir politique, d'autant plus que, pour le coup, l'Église catholique a cette spécificité d'avoir un État. Alors certes un petit État, le Vatican, mais c'est aussi un État. Mais donc ça lui permet justement d'avoir une forme d'indépendance vis-à-vis des deux pouvoirs qui pourraient l'instrumentaliser. Mais à vrai dire, de toute façon, effectivement, on a atteint un tel degré de sécularisation ou de laïcisation en Occident qu'il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, je réfléchis en même temps que je parle, mais d'États qui se revendiquent vraiment du catholicisme comme d'une source d'inspiration de leur politique et a fortiori de leur politique étrangère. Mais peut-on parler, et pardon si je vous choque, d'opposition de Vatican et des anglo-saxons dans le monde géopolitique? Peut-on parler de ça? Je ne vois pas vraiment pourquoi. Il y a historiquement, bien sûr, le monde protestant a eu maille à partir avec le monde catholique. Il y a eu aux États-Unis, au XIXe siècle, beaucoup de racisme contre les Italiens, contre les Polonais, contre tous ceux qui étaient justement catholiques. Mais à vrai dire, ça s'exprime aussi contre les Juifs et contre beaucoup d'autres. Mais d'un point de vue géopolitique, disons que des puissances latines et catholiques seraient opposées à des puissances protestantes et anglo-saxonnes. Je ne vois pas vraiment ce qui permettrait de le dire aujourd'hui, parce que là vous en arrivez presque à Huntington et à son fameux choc des civilisations qu'il définit très largement sur des critères religieux, mais on voit bien, Huntington l'avait dit lui-même, hein, mon modèle sera un peu caduque si jamais la Russie et l'Ukraine entrent en guerre, puisqu'on a deux pays justement qui sont orthodoxes et qui se font la guerre. Donc même si Huntington est beaucoup plus subtil et intéressant que la caricature qu'on en fait, dans les grandes lignes, son modèle, on le voit bien, ne tient pas. Et donc aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de conflits sont internes à un même espace religieux, en l'occurrence aujourd'hui le monde orthodoxe, mais bien sûr dans le monde musulman, et je ne vois pas vraiment, mais dites-moi si vous pensez à un exemple précis, mais je ne vois pas vraiment de conflit aujourd'hui qui opposerait des puissances protestantes à des puissances catholiques. Déjà, quelle puissance peut être qualifiée de catholique aujourd'hui, à part le Vatican, qui n'est pas une puissance c'est toujours parce que comme il y a ce grand pays qui est l'Ukraine qui doit choisir... Qui est à cheval entre les deux, bien sûr. Oui, tout à fait. Et le fait qu'il penche de plus en plus vers la Grande-Bretagne et il paraît que le centre peut-être que l'Europe va changer, peut-être que la vieille carte de Yalta, parce qu'on continue d'agir comme si le monde de Yalta existait encore.
Or, il y a peut-être, ça ne va pas s'appeler Nouvelle Yalta, mais quelque chose se passe, je n'ai pas des connaissances pour le dire. Et tantôt, il y a des idées des jésuites qui apparaissent en Ukraine, tantôt, voilà, tout d'un coup, cet amour quasiment incommensurable vers la Grande-Bretagne. Et puis, il y a cette vieille querelle entre l'Union soviétique et le pape, les attentats, enfin, la Pologne. C'est de ça que je parle. Parce que c'est quand même une force de frappe qui a perdu quelque chose pendant la guerre, la papauté. Bien sûr, mais ces questions religieuses me semblent peut-être plus importantes pour le coup d'un point de vue de la politique intérieure. Et typiquement, ça peut être un problème, cette division des Ukrainiens entre des catholiques et des orthodoxes, pour les Ukrainiens. De même que, parce que vous évoquez des jésuites ou autres, mais évidemment, on voit aujourd'hui partout dans le monde, c'est pas propre à cette région du monde, des évangélistes, etc., qui essaient de diffuser leur conception d'un christianisme. Voilà. Et on voit bien que ça crée des trous. On voit beaucoup en Amérique latine, on a eu des élections au Brésil récemment, où on a vu le poids que peuvent avoir les évangélistes, on le voit aux États-Unis. Et vous voyez, les problèmes, ils se posent souvent à l'intérieur même d'un pays, et parfois même à l'intérieur même d'une même religion, entre différentes manières de la concevoir et de la pratiquer. Pour l'instant, je vois plus des conflits internes générés par ces crispations identitaro-religieuses que des conflits internationaux. Peut-être que ça arrivera, je ne l'espère pas, mais bon, je pense que de toute façon, quand on y pense, la plupart des guerres de religion sont des guerres civiles. Il est très rare qu'on puisse avoir une guerre de religion qui soit une guerre internationale. Bon, bien sûr, on pourra parler de l'affrontement entre l'Empire ottoman et les Habsbourg, mais ce n'est pas une guerre de religion, justement. Ce n'est pas la religion qui motive cet affrontement. La religion, elle est utilisée pour galvaniser les troupes de chaque côté, mais on est dans des rivalités, pour le coup, impériales. Quand on a une guerre qui éclate pour la religion, en général, c'est toujours une guerre civile. C'est à l'intérieur d'un État et ce n'est pas entre des États. Donc j'ai du mal à croire que la religion, de ce point de vue-là, puisse vraiment aboutir à des conflits interétatiques. Elle peut les envenimer, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment, la religion est souvent, surtout quand ça concerne des populations qui sont croyantes, instrumentalisée. Mais ça, c'est universel et c'est inévitable. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre, comme on dit en français, la poule et l'œuf. Je pense que la religion, elle vient après. Elle vient envenimer, elle vient enrober un discours guerrier. Mais la guerre, elle a souvent commencé avant et elle a des causes bien plus profondes. Mmh. C'est aussi peut-être parce que ma famille, c'est des vieux croyants, et les vieux croyants, c'est un peu comme les Huguenots. Ils sont partis, ils ont créé une espèce d'enclave, qui est une enclave qui ne marche pas avec l'État. C'est une espèce d'autarcie, et c'est pour ça peut-être que je me demande que vont faire les Ukrainiens dans le monde d'après-guerre. De ce point de vue, parce qu'on appartient tous, chaque civilisation a sa religion. Donc laquelle va être la religion de la civilisation ukrainienne, parce qu'ils prétendent avoir une nouvelle civilisation. Ils parlent de cinquième projet. Nous, on parlait de troisième voie, ou la France aussi d'ailleurs. Et les Ukrainiens veulent faire le cinquième projet. Alors, quelle va être leur religion et où ils vont pencher? Vers les anglo-saxons ou la papauté? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une unanimité qui fera que tous les Ukrainiens pencheront d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'ils ont une diversité et qu'ils la conserveront. Et une fois de plus, je ne pense pas que la religion soit vraiment un aspect déterminant dans ce conflit comme dans beaucoup d'autres. Je ne pense pas non plus au demeurant qu'on puisse, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, expliquer les relations internationales à partir simplement de l'idée de civilisation et a fortiori une idée de civilisation qui en serait réduite à une idée de religion. Parce que découper le monde en civilisation, c'est extrêmement compliqué, on le sait bien, Huntington s'est pris les pieds dans le tapis en le faisant. Et je ne suis pas sûr que si, on ne va pas le faire parce que ce serait très fastidieux et pas forcément intéressant, mais si on essayait là, de prendre une carte et de dire on va découper le monde en civilisation, je pense qu'on serait obligé d'avoir même religion qui serait incarnée dans différentes civilisations, parce que la religion, c'est un aspect de l'identité, de l'appartenance culturelle, des représentations d'une société, mais c'est loin d'être la seule. Et donc on peut partager la même religion, mais avoir de très nombreuses différences. On le voit bien entre les Russes et les Ukrainiens aujourd'hui. Donc il ne me semble pas que, même si, et je ne pense pas que ce soit au demeurant une piste sur laquelle il faille trop s'aventurer, même si on voulait penser les rapports internationaux aujourd'hui avant tout comme des rapports intercivilisationnels, je ne pense pas qu'il faille définir la civilisation principalement ou prioritairement
uniquement sur un critère religieux. Et je pense que justement les Ukrainiens en sont un bon modèle, puisque je ne dirais pas jusqu'à parler de civilisation ukrainienne pour le coup, je parlerai simplement d'une nation, et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà beau même. On a une nation, on le voit bien, en formation, qui est capable de transcender, en partie, des clivages linguistiques, mais aussi religieux. Donc je pense que l'idée nationale, la fraternité, la solidarité qui se forge dans l'épreuve, elle est beaucoup plus forte que tout cela, ce qui ne veut pas dire que ça ne compte pas, que ce n'est pas important, mais c'est surmontable. Tout projet totalitariste se veut global. Est-ce que la globalisation n'emmène pas vers le totalitarisme ? Alors, tout projet totalitariste se veut global, on l'a longtemps pensé, c'est pas forcément vrai, et pour le coup, ce que j'explique de la géopolitique des années 30, qui était très liée à certains totalitarismes, montre que c'est pas si vrai que ça. Si vous regardez l'Allemagne nazie, par exemple, qui est un totalitarisme... Le Reich, c'était oui, global. on pourrait discuter d'ailleurs de la pertinence du concept totalitarisme, qui est aussi discutable, mais bon, parce que ça revient quand même à mettre dans le même sac des réalités différentes, on pourrait faire une émission entière là-dessus, mais acceptons le terme. Le Reich était global, oui et non. C'est-à-dire que les nazis n'ont jamais eu l'ambition réelle, même s'ils ont pu par moments, mais assez rarement l'écrire ou le dire, de dominer le monde entier. Ce que voulaient les nazis, c'est ce que veulent aujourd'hui, pour le coup, les Russes ou les Chinois, c'est pas dominer le monde, c'est le partager. C'est l'idée d'aire d'influence, de sphère d'influence. On le sait peu, mais justement, tous les théoriciens de la géopolitique allemande dans l'entre-deux-guerres, par exemple, ils sont focalisés, ils sont jaloux des États-Unis et ils sont jaloux de la doctrine Monroe. Vous savez, cette théorie et cette pratique qui fait que les États-Unis, tout en conservant officiellement l'indépendance des autres États qui sont nombreux sur le continent américain, sont parvenus, à partir du 19e siècle, à de fait exercer un leadership sur l'ensemble du continent américain et, après en avoir chassé les Russes d'abord en achetant l'Alaska en 1867 et les Espagnols en les battant en 1898, ils ont fait de l'Amérique leur chasse gardée. Et c'est ça que voulaient les nazis à l'échelle de l'Eurasie, c'est ça que voulaient les Japonais à l'échelle de ce qu'ils appelaient la sphère de coprospérité asiatique, c'est-à-dire avoir non pas dominer le monde, mais dominer leur monde, avoir un monde à eux. Il y a derrière tout ça un grand idéal autarcique. Et parmi les choses d'ailleurs qui m'inquiètent un petit peu, même s'il faut faire attention avec les parallèles dans l'évolution actuelle à laquelle on est soumis, c'est qu'on est de plus en plus en train de revenir à une logique d'autarcie. On le voit bien, les Européens, mais pour des raisons logiques, compréhensibles et difficilement contestables, disent on ne veut plus dépendre du gaz russe. Et puis on ne veut plus dépendre non plus des Indiens pour nous fournir des médicaments. Et puis on ne veut pas dépendre des Chinois pour nous fournir des voitures. Sauf que la finalité de tout ça, ça veut dire qu'on veut tout faire tout seul. Elon Musk. Je sais pas, mais... Qui a décidé de tout faire tout seul. Oui, mais c'est pas un État. Et donc le risque, effectivement, c'est qu'on en revienne à une logique de fragmentation, à une logique de bloc autarcique, qui serait quand même, je pense, malgré tout une régression, parce que même si on a bien vu que cette idée que le commerce est porteur de paix, etc., est très discutable, c'est quand même mieux d'avoir des échanges, c'est quand même mieux de se rencontrer, c'est quand même mieux de coopérer, même si il peut y avoir des frictions, que de se replier chacun les uns sur les autres. Aujourd'hui, par certains aspects, on caricature un peu, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais on est un peu à une évolution d'un monde tel que l'avait théorisé Carl Schmitt, justement, le grand politiste allemand et nazi dans l'entre-deux-guerres, de ce qu'il appelle le Großraum, donc le grand espace. Et justement, il théorisait l'idée que le monde, pour être apaisé, devait être partagé entre quelques grandes puissances, l'Allemagne qui dominerait l'Europe, le Japon qui dominerait l'Asie. Alors selon l'état des relations entre l'Allemagne et l'URSS, parfois l'URSS avait une zone où on n'en avait pas, les États-Unis. Vous voyez, mais donc il n'y avait pas forcément, pour revenir à la question initiale, et il n'y a pas forcément encore aujourd'hui une volonté universaliste, tout simplement parce que ces totalitarismes restent des réalismes. Et les Russes savent très bien qu'ils ne peuvent pas dominer le monde. Les Chinois aussi. Et ce qu'ils veulent, c'est pas dominer le monde, c'est pas imposer leur modèle au monde. Ce qu'ils veulent, c'est au contraire se construire un monde pour se couper du reste du monde, se construire un monde dans lequel ils pourront faire ce qu'ils veulent sans qu'on vienne s'ingérer dans leurs affaires. C'est ça, à mon avis, plutôt la tendance à laquelle on assiste. Et c'est ça le défi auquel il faut répondre. C'est-à-dire savoir comment on se positionne face à ça. Je n'ai pas forcément même la réponse, mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'aller vers cette direction-là ? Et sinon, si on considère que ce n'est pas une bonne solution, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que d'un côté, on dit on ne veut plus coopérer avec vous, mais d'un autre côté, on ne veut pas que vous vous repliez autarciquement. Il faut trouver une solution. C'est un des grands défis qui se posent à nos dirigeants et aux citoyens que nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, je pense. Ce qui me ramène, en vous écoutant, j'ai pensé à deux personnes, Copernic et Ptolémée. On est
aujourd'hui, on nous oblige de réfléchir, est-ce qu'on est centre du monde? Est-ce qu'on est centre de l'univers? Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour de Soleil ou l'inverse? Qui a le plus raison? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, justement, et c'est ce que nous a appris Copernic notamment, c'est savoir se décentrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas comprendre le monde si on le regarde simplement de l'endroit où l'on est né, de l'endroit dans lequel on se trouve dans ce monde. Il est toujours important de décentrer son regard, d'essayer de comprendre l'autre. Comprendre l'autre, ça ne veut pas forcément dire être d'accord avec lui, mais ça veut dire comprendre son point de vue. Et c'est pour ça que je disais que cette tendance à une fragmentation autarcique du monde me semble inquiétante, parce qu'il est important malgré tout de continuer à échanger, de continuer à discuter et à le faire réellement. On voit bien que on a la crise pandémique qu'on a traversée a fait que les dirigeants se rencontraient moins, les citoyens se rencontraient moins. Et il y a peut-être des liens de cause à effet entre les troubles qu'on connaît aujourd'hui à la fois internationaux et intranationaux, une forme de radicalisation. Parce qu'on voit bien comment, chez le simple citoyen, et en caricaturant un peu, l'enfermement derrière son écran, derrière des réseaux sociaux, peut radicaliser à un point complètement fou et vous faire sortir de chez vous et tuer des gens. D'accord ? Simplement parce que vous avez regardé un peu trop de vidéos ou lu un peu trop de tweets orientés. Bon. Ce qui se passe à l'échelle des citoyens, ça peut aussi se passer, on l'espère en moins pire, mais à l'échelle des dirigeants. Les dirigeants aussi se sont retrouvés enfermés. On voit bien que Xi Jinping est à peine sorti de Chine encore depuis le début du Covid et pas très loin et pas très longtemps. Il n'est pas à la COP27 par exemple, etc. Et cet isolement n'est jamais bon. Donc je pense qu'il est important de maintenir des canaux de communication et des canaux aussi de circulation. Il est important aussi que les gens voyagent. C'est très dommage aujourd'hui que justement le tourisme chinois est beaucoup reflué depuis la pandémie et que les Chinois ne puissent, en tout cas moins qu'avant, voir autre chose que la Chine et qu'inversement, les Européens puissent voir aussi réellement et pas seulement à travers des écrans de leurs yeux ce que c'est que la Chine, ce que c'est que les États-Unis, ce que c'est que n'importe quel pays du monde. Ça me semble essentiel. La circulation, le voyage, la rencontre avec l'autre, c'est fondamental pour le comprendre et pour avoir une vision justement complexe. Sinon, on est contraint à la caricature, à la simplification et c'est jamais bon. Poutine, dit-on, est vexé et remonté contre l'Occident parce que l'Occident n'a pas accepté cette personne dans l'establishment européen. Quand je pense à mes compatriotes et à moi, je me compare de plus en plus avec les Africains. Peut-être parce que je pense qu'on est un peuple profondément païen et les Africains, eux aussi, ils croient aux gourous et nous aussi aux chamans. Parce que, comme les Africains, on est très très naïfs. On est encore dans l'âge d'adolescence. Parce qu'on s'est créé un rêve d'un certain monde qui est derrière le rideau de fer. Et quand le rideau est tombé, on ne peut être que déçu. Quand on a un enfant et qu'on rêve de quelque chose, on n'est que déçu par la réalité et le monde des adultes. Parce qu'il y a cette grande immigration des Russes et les Russes qui voulaient être globales et qui ne veulent pas, une fois en Occident, revenir après reconstruire leur propre pays et restent dans un Occident de rêve. Pensez-vous que c'est possible que cette chose que Poutine peut-être commence à faire, est-ce que vous pensez que c'est possible une nouvelle formation, une fois de plus, passez-moi la formulation, de l'empire russo-africain? Un empire russo-africain. Alors, il y a eu, historiquement, là, pour le coup, dans la géopolitique, beaucoup de théories sur l'idée d'Eurafrique qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ces idées autarciques, l'idée que justement l'Europe, mais pour l'instant je ne parle pas de la Russie, ne serait pas autosuffisante par sa petitesse, son étroitesse, par le rapport entre sa population assez dense et son espace assez restreint, et que donc l'Afrique, on était bien sûr à l'époque coloniale, était le débouché et la source naturelle qui aurait assuré la survie de l'Europe. Et donc certains ont même eu le projet, j'en parle dans le livre, de faire carrément disparaître la Méditerranée en l'asséchant pour fusionner l'Europe et l'Afrique et créer l'Eurafrique. L'idée en revanche, que la Russie aurait besoin de l'Afrique, non, parce que, j'ai dit tout à l'heure, la Russie est l'État le plus vaste du monde, donc elle ne manque pas de ressources. Même, effectivement, on a parlé longtemps de la Chine-Afrique, pour le coup, la Chine, elle a aussi beaucoup de ressources, elle est vaste, mais elle est aussi beaucoup plus peuplée que la Russie, et donc on peut comprendre qu'elle ait besoin de diversifier ses approvisionnements, etc.
pour le coup, la politique russe en Afrique aujourd'hui, on est plus pour le coup dans des questions d'influence, dans des questions de rapport de force diplomatique. Il s'agit surtout finalement d'aller créer du désagrément contre par exemple la France, que dans une logique vraiment géopolitique au sens fort, c'est-à-dire qui s'intéresserait géographiquement et stratégiquement à l'Afrique. On voit bien qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine en est réduit, faute d'imposer son ordre, à essayer de créer du désordre là où il le peut, et donc il va essayer de créer du désordre dans les endroits où c'est le plus simple à faire. Et effectivement, on le sait, l'Afrique est une région, du moins certaines parties de l'Afrique, qui sont instables, qui sont faciles donc à déstabiliser, et donc finalement, j'ai envie de dire que c'est presque un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'il va, il vient s'attaquer là où c'est le plus facile, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez créer de la déstabilisation, le plus simple, c'est en Afrique, mais je pense que, d'abord, je ne sais pas si ça marchera, mais je pense que les Africains eux-mêmes ne seront pas longtemps dupes de cela. Ils sont suffisamment intelligents pour comprendre quelles sont les idées et les finalités qui sont derrière cette politique. Donc je ne suis pas sûr que ça ait au final un grand impact. En tout cas, pour la Russie, je ne pense pas que ce soit porteur d'un grand avenir. Bon, donc Poutine ne va pas faire une opération esthétique, ne va pas devenir le grand patron d'un nouveau empire. Dans votre livre, vous parlez aussi de quelque chose auquel je n'ai pas pensé avant, de réchauffement climatique et du fait que la Russie n'a rien à faire de réchauffement parce que une grande partie de territoire est du gel chez nous et que c'est peut-être pas plus mal que ça dégèle. Et d'ailleurs, le terme dégel est très très positif. Bien sûr. Khrouchtchev a essayé de dégéler et puis ça n'a pas marché. Alors, oui, effectivement. Donc, la Russie n'en a pas rien à faire. Quand on regarde les doctrines officielles sur la question du changement climatique, l'État russe reconnaît qu'il y a là un problème contre lequel il faut lutter. La Russie participe, alors pas en envoyant Vladimir Poutine en l'occurrence à la COP27, mais participe quand même aux discussions internationales dans le cadre de l'ONU pour tenter d'endiguer ce changement climatique. Mais c'est un des rares États qui, dans ses documents, dans ses doctrines officielles sur la question, après avoir dit que ça comportait un certain nombre de menaces et qu'il fallait donc s'en préoccuper sérieusement, dit que, du point de vue russe, ça ne consiste pas seulement en menaces, mais que ce sont aussi des opportunités, effectivement. Une large partie du territoire russe est composée de ce qu'on appelle un pergélisol, un sol qui est gelé toute l'année et qui est donc difficilement, voire pas exploitable. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le réchauffement peut être vu comme une opportunité. Et ça pose effectivement de gros problèmes, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, pour gérer ces questions de changement climatique, il faut mettre en place ce que j'appelle moi une cosmopolitique, c'est-à-dire une politique qui embarque entre guillemets toute l'humanité en tant que toute l'humanité se sent concernée par une menace commune. D'accord ? Ce que j'oppose à la géopolitique qui, au contraire, divisait, opposait une partie de l'humanité à une autre, pas forcément d'ailleurs toute l'humanité coupée en deux, mais un État ou un peuple à un autre, etc. Bon. Et donc toute la difficulté, c'est justement, malgré l'avivement des tensions géopolitiques, dont la guerre russo-ukrainienne est le meilleur exemple aujourd'hui, de parvenir à continuer malgré tout à avancer sur ces chantiers cosmopolitiques, à parvenir malgré tout à coordonner des actions. Aujourd'hui, c'est loin d'être gagné parce qu'on voit d'autant plus, on voit un tournant qui fait que la lutte contre le réchauffement climatique est même aujourd'hui avancée aussi comme un argument dans la guerre contre la Russie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on dit aux Européens, mettez des cols roulés, chauffez-vous un petit peu moins, comme ça vous ferez d'une pierre deux coups. Non seulement vous lutterez contre le réchauffement climatique, mais vous lutterez contre la guerre de Vladimir Poutine. D'accord ? Et donc là, on assiste à un basculement dont je ne sais pas jusqu'où il ira et s'il faut s'en réjouir ou pas, mais où, alors que jusqu'à présent, la lutte contre le réchauffement climatique était présentée comme un combat consensuel, qui devait rassembler toute l'humanité, qu'on soit russe, qu'on soit ukrainien, qu'on soit français, qu'on soit chinois, on aurait tous intérêt à lutter et à agir contre un changement climatique qui serait néfaste à nous tous. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, vous avez peut-être plus intérêt que les Russes à lutter contre le réchauffement climatique, mais non pas parce que les Russes, eux, peuvent peut-être moins s'inquiéter que vous, les Européens, d'un réchauffement et de ses conséquences, mais parce qu'en luttant contre le réchauffement climatique, vous luttez aussi contre les Russes. Du coup, on conflictualise, autrement dit, on géopolitise et on décosmopolitise ce combat qui était le combat cosmopolitique par excellence. Et donc là, encore, on manque de recul, moi je ne peux pas lire l'avenir, mais on peut y voir une bonne chose, se dire que ça va permettre peut-être d'accélérer, d'aller plus vite, on le voit aujourd'hui dans la transition énergétique,
au moins en Occident, et donc finalement d'aller plus vite dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais on peut aussi y voir une source d'inquiétude, parce que si on commence justement à géopolitiser, donc à dissensualiser, si j'ose dire, ce qui était censé être consensuel, alors on peut aussi écarter progressivement un certain nombre d'acteurs, et pas des moindres, la Russie d'abord, mais éventuellement la Chine ensuite, de la lutte cosmopolitique contre le réchauffement climatique, et là, cette lutte deviendra ingagnable. Donc on est à un point de bascule, mais voilà, on est en plein dedans, il faudra du recul pour voir comment ça évoluera, mais c'est vraiment l'une des évolutions les plus intéressantes aujourd'hui. C'est comment est en train de se géopolitiser des questions qui étaient jusqu'à présent cosmopolitiques. Je reviens toujours à ce problème du vide, qui est un vide géographique, un vide aussi émotionnel. Je connais quelqu'un, un auteur qui fait des bandes dessinées, qui s'appelle Rabaté, et qui m'a parlé un jour de son voyage à Sakhaline, que Tchekhov a fait il y a longtemps. Il a dit qu'il était choqué par le fait que tout le territoire après l'Ural, il n'y a pas de couleur, parce que tout est de couleur, comment on dit, militaire, le kaki, voilà, kaki, et il n'y a pas d'ombre. Parce qu'il n'y a pas d'arbre. Voilà. Et du coup, il était perturbé, il est parti pour dessiner une bande dessinée, et il n'a pas réussi parce qu'il était frustré. D'ailleurs, il a déprimé après et tout. Et il lui a fallu un an pour sortir de la déprime. Et il s'en est suivi une bande dessinée avec des dessins à la japonaise, juste un trait. Tout ça pour dire que voilà un grand territoire qui fait que tout le monde déprime, on ne peut rien construire. Si ça devenait une mer, ce ne serait pas mieux de point de vue géopolitique ? Je ne suis pas sûr, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les mers sont presque plus disputées que les terres. Et le vide, ce n'est pas rien. Le vide, ce n'est pas rien. Le vide, en géopolitique, c'est même très important. C'est l'une des grandes forces de la Russie. Et on l'a vu au cours du XXe siècle notamment, et même au XIXe avec Napoléon. S'enfoncer en Russie, c'est justement s'enfoncer dans un grand vide et souvent avoir du mal à en ressortir. Ça donne ce qu'on appelle de la profondeur stratégique. Beaucoup d'États aimeraient avoir un grand vide territorial comme la Russie pour pouvoir justement se prémunir d'éventuelles invasions. Donc oui, le vide, il est peut-être déprimant, oui, le vide, il n'est peut-être pas exploité, mais il demeure toujours exploitable, c'est une ressource. Et d'un point de vue géopolitique, voilà, il ne faut pas confondre le vide et le rien. Le vide, ça peut être très utile, parce que le vide, c'est du possible finalement. Le vide, on peut le remplir. Peut-être qu'effectivement, le problème de la Russie, c'est que ce vide n'est pas rempli. Oui, parce que la Russie, c'est finalement plus en puissance qu'une puissance. Il y a un vide, il y a quelque chose à en faire. Pour l'instant, on n'en a pas forcément encore fait quelque chose. Enfin, il ne faut pas non plus caricaturer et rabaisser la Russie. Elle a fait quand même de grandes choses dans l'histoire. Elle a apporté, on parlait avant notre entretien en off, mais de la littérature russe. Enfin, voilà, c'est pas rien. Et ça vient aussi de ce vide, sans doute. Donc voilà, on peut remplir des pages. Les Russes savent très bien faire ça. Donc il ne faut pas désespérer du vide. Ouais. Peut-être que la Russie, c'est un peu comme le crayon qui n'a pas de mine pour le moment. Mais il faut créer cette espèce de matière dure, forte. C'est peut-être ça qui manque. Il y a des cycles, je pense. Comme dans tout pays, c'est normal. Il y a des cycles, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai l'impression que l'histoire russe, c'est, vous savez, il y a des pays où c'est une sinusoïde ou spirale, comme Hegel disait, et la Russie, on tourne en rond. J'ai l'impression que c'est... On tourne en rond, mais il y a aussi, d'un point de vue géopolitique, je trouve de balancier aussi. Un coup l'Orient, un coup l'Occident. Mais c'est très typique de ces pays, justement, qui se cherchent. Et c'est pas un hasard si l'aigle impérial russe regarde des deux côtés. Et donc peut-être bipolaire peut-être, comme on dit aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, c'est un pays qui un coup se veut occidental, un coup se détourne de l'Occident pour se rapprocher de la Chine, puis se rend compte que finalement les Chinois c'est pas si bien, donc on va se rapprocher des Turcs. Puis finalement les Turcs abattent un avion, donc on va dire finalement les Européens c'était pas si mal. Oui, c'est un pays qui se cherche. Parce que justement, il est vaste, parce qu'il est à la fois tout ça. Il est à la fois occidental, par sa géographie simplement, mais pas seulement, mais il est occidental, il est asiatique, il est caucasien, il est plein de choses. Et il a été plus que ça. N'oublions jamais, je parlais de l'Alaska, il a même été américain. Et ça laisse des traces, même si c'est fondamental. Et ça explique aussi beaucoup de choses dans les relations avec les États-Unis aujourd'hui. Voilà, c'est un vaste empire
garde de beaux restes, et même les territoires perdus, comme souvent, sont un peu des membres fantômes qui continuent à agir sur lui. Mais c'est pour ça que je compare peut-être injustement la Russie avec l'Afrique, parce que j'ai l'impression que et la Russie et l'Afrique, c'est les pays qui n'ont pas encore atteint l'âge où ils peuvent réaliser leur destin. Alors, le problème déjà, on ne peut pas comparer l'Afrique et la Russie parce que l'Afrique n'est pas un pays et que la Russie en est un. En Afrique, il y a plusieurs dizaines d'États et on ne peut pas parler de ces dizaines d'États d'une manière chez uniforme. Chez nous aussi, regardez, il y a tellement de petits peuples qui tous oui, mais il y a quand même un État impérial qui quand même chapeaute tout cela. Donc ça me semble très très hasardeux de vouloir comparer un continent divisé en plusieurs dizaines d'États très différents avec la Fédération de Russie qui a quand même une très vieille tradition impériale. Et par ailleurs, si, ce qu'on peut comparer, effectivement, c'est l'idée de cycle. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'États africains, comme l'État russe, sont dans un creux de la vague, mais il y a eu des hauts aujourd'hui. Alors justement, l'histoire africaine est moins bien connue, malheureusement, que ne l'est l'histoire russe, mais beaucoup d'historiens, aujourd'hui, travaillent, je pense à François-Xavier Fauvel, par exemple, en France, qui montre très bien qu'il y a eu des âges d'or, qu'il y a eu des âges de puissance en Afrique, pardon. Et donc, voilà, il ne faut pas... C'est une question de cycle, de moment, de conjoncture, mais bon, il faut éviter toute simplification et toute généralisation, y compris pour la Russie d'ailleurs, mais a fortiori pour l'Afrique, je pense. Aussi, je voulais vous poser la question un peu plus légère. Comme je vous ai dit, la géopolitique, je l'ai découverte grâce à un monsieur qui a un peu pété un câble. Dommage. C'était quelqu'un de très très intelligent, hein, par ailleurs. Et après, à ma grande surprise, la géopolitique est devenue quelque chose de très très à la mode, à tel point que des femmes, dès qu'ils buvaient un verre de plus, ils parlaient de la géopolitique. C'était devenu presque une matière de drague dans des clubs de Moscou. Et vous parlez maintenant de la France et vous dites que contrairement à d'autres pays, la géopolitique est devenue un sujet à la mode 30 ans après de la Russie. Comment vous expliquez le phénomène ? Alors, le retard par rapport à la Russie, j'aurais du mal à en parler parce que je connais mal. Oui, bien sûr, mais voilà, je ne connais pas assez bien. Et puis, à vrai dire, bon, cette mode, elle a commencé dans les années 90, donc au même moment. Il est clair qu'aujourd'hui, en France particulièrement, c'est un petit peu vrai aussi en Italie, un petit peu en Espagne, mais moins qu'en France quand même, il y a une véritable mode de la géopolitique qui est partout. Il est assez difficile de l'expliquer par une cause unique. Il y a d'abord, je pense, tout simplement la sonorité du mot, c'est un mot qui sonne bien, qui contient beaucoup de choses. Hein, c'est par là que je commence le livre. Quand on dit géopolitique, tout de suite, dans la tête des gens, il y a une image assez claire et riche qui se dessine. Par contre, si après on leur demande, mais expliquez-moi concrètement ce que c'est, là c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, c'est un mot un peu magique parce qu'il charrie tout un imaginaire, tout un champ intellectuel. Donc c'est un mot pratique en fait. Voilà, c'est un mot pratique parce qu'il recouvre beaucoup de choses et donc en un mot on condense plein d'idées. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, il est à la mode parce que des gens ont travaillé pour ça. On parlait d'Yves Lacoste. Yves Lacoste, en France, a fait beaucoup pour d'abord, entre guillemets, dédiaboliser le concept de géopolitique et pour le populariser ensuite. Il fait beaucoup sur le plan éditorial, avec des livres, des revues. Et puis ensuite, la presse a embrayé, a emboîté le pas. Aujourd'hui, dans tous les journaux français, pour ouvrir n'importe quel quotidien, parce que chaque jour apparaît au moins une fois dans chaque quotidien le mot géopolitique. Donc c'est devenu un mot du langage courant. Mais finalement, cette mode, comme souvent les modes, elle repose aussi sur des malentendus, c'est-à-dire sur un très grand flou. Et c'était pour ça que j'ai tenu à rédiger ce livre. Non pas pour dire, aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'est la géopolitique et moi je vais vous dire ce que c'est, mais plutôt pour réfléchir comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à ce grand flou, et pour essayer de mettre malgré tout un peu de clarté dans ce flou et d'essayer de fixer des contours, des limites, pour quand même savoir de quoi on parle quand on parle de géopolitique, parce que c'est un peu le problème aujourd'hui avec cette mode, c'est que à force de voir de la géopolitique partout, elle finit un peu par n'en être plus nulle part. Vous parlez même dans le livre qu'il y aurait la géopolitique des séries télévisées. C'est vrai, ça ? En tout cas, il y a des livres qui se publient sous le titre « Géopolitique des séries télévisées »,« Géopolitique du football »,« Géopolitique de la pizza »,« Géopolitique de tout ce que vous voulez aujourd'hui ». Mais ça vient de l'effet de mode, effectivement. Ça vient du fait que les éditeurs estiment, à tort ou à raison, mais bon, ils connaissent leur métier, que vous vendrez plus facilement un livre qui s'appelle « Géopolitique de la pizza » qu'un livre qui s'appelle « La pizza dans le monde ». À tort ou à raison, je ne sais pas, je pense à raison d'ailleurs. Et donc du coup, c'est le problème, c'est que justement, si vous me passez le mauvais jeu de mots, on met la géopolitique à toutes les sauces, d'accord ? Un peu comme les pizzas. Oui, et on a peut-être même une géopolitique hawaïenne qui ne serait pas du meilleur goût. Oui. Non, mais
Je comprends. Non, mais c'est parce que je pense qu'effectivement, il y a des mots comme ça qui apparaissent, qui deviennent tout d'un coup à la mode. D'ailleurs, anglo-saxon, tout à l'heure, je vous parlais de Vatican contre le monde anglo-saxon. Pareil, anglo-saxon, tout le monde utilise sans vraiment comprendre ce que c'est. Ou par exemple, il y a un autre mot qui est maintenant chez nous, les Russes, c'est très, très à la mode, c'est la russophobie. On parle de la russophobie. Ils ne jurent que de ça. Tous ce qui sont des opposants au régime craignent. D'ailleurs, vous pensez que ça existe dans votre monde de Sciences Po? Il y a des gens, effectivement, qui ont peur de la Russie, mais on peut avoir des raisons d'avoir peur de la Russie. Mais d'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, de lire, de voyager. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus vraiment voyager en Russie, c'est un grave problème. Le problème avec le mot russophobie, c'est qu'il se termine par phobie, et donc il en vient, entre guillemets, à psychiatriser une attitude qui peut être tout à fait raisonnée. Une fois de plus, on peut avoir de bonnes raisons, au sens fort du mot raison, d'avoir peur de la Russie. Et le problème en plus avec russophobie, c'est est-ce qu'on parle de la Russie ou est-ce qu'on parle des Russes? C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de la Russie sans avoir peur des Russes, ce qui n'est pas exactement, voire pas du tout la même chose, vous voyez. Donc là encore, c'est un concept très simpliste qui peut être pratique pour discuter, mais il importe de le déplier, d'accord? Et parce que le problème avec tous ces mots phobie, hein, c'est justement de diaboliser, de caricaturer une critique. On a le droit de critiquer la Russie, comme on a le droit de critiquer l'Europe, l'Occident, les États-Unis ou la France, sans être taxé de russophobe. D'accord ? Et voilà, donc après, tout dépend ce qu'on met derrière ce mot. Donc oui, il y a des gens qui ont peur de la Russie, mais c'est leur droit, si j'ose dire. Le tout, c'est d'argumenter et voilà, d'essayer de comprendre d'où vient cette peur, et elle peut avoir de bonnes raisons. Je pense que les Ukrainiens, en tout cas certains d'entre eux, avaient de bonnes raisons d'avoir peur de la Russie, les Polonais aussi, les Baltes aussi. Donc on peut le comprendre. Est-ce que c'est de la russophobie? Je ne sais pas. C'est de la prudence peut-être aussi. Et puis ça s'appelle aussi de la mémoire quand on s'appelle les pays baltes ou la Pologne. Est-ce que c'est possible qu'un si vaste territoire devienne le paria du monde civilisé? La Russie, vous voulez dire? Tout est possible, mais en tout cas, ce n'est pas souhaitable. Et il faut espérer que si ça devait finir par être le cas, ça ne durerait pas. Comme je le disais, l'isolement n'est jamais bon. Isoler la Russie, en faire une gigantesque Corée du Nord, me paraîtrait être quand même pas souhaitable pour personne, ni pour les Russes, ni pour les autres. Donc c'est possible, si on a une radicalisation des deux camps, c'est toujours possible. Après, la Russie reste quand même membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU, elle a un droit de veto, donc elle aura quand même toujours une voix au chapitre importante. Donc on ne pourra pas non plus, elle aura toujours une capacité de nuisance, etc. Donc j'ai envie de dire, espérons que non. De ce qu'on sait quand même, il y a toujours des canaux de discussion entre les Américains et les Russes, par exemple. Donc il faut aussi, là encore, faire la différence entre les discours martiaux, et c'est normal, on est en période de guerre, des deux côtés, et puis les coulisses où, on l'espère, en tout cas moi je l'espère, il y a encore des communications, des échanges, de la rationalité et la capacité, voilà, quand le terrain de la guerre aura livré sa vérité, d'avancer. Après tout, bon, on a connu la guerre froide avec deux blocs, et puis finalement, ben, ça s'est terminé, et ça s'est terminé pas si mal que ça. Donc voilà, le pire n'est pas toujours possible. Je ne sais pas si c'est le territoire, la géographie qui fait ça, mais finalement, le peuple russe est assez suicidaire. Et même si ce n'est pas très tendance aujourd'hui de dire que les Russes et les Ukrainiens, c'est le même peuple, hein, mais quelque part, le discours des Ukrainiens, c'est qu'on est OK pour mourir tous pour notre liberté, ce qui est en soi une idée suicidaire aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même si les Russes ne sont absolument pas motivés pour mener cette guerre, ils sont dans la tendance suicidaire. Donc voilà deux très très grands pays qui sont prêts à mourir, les uns, l'un comme l'autre, hein, et l'Occident dans tout ça. Bon, alors d'abord, la guerre, Clausewitz l'a bien montré, hein, c'est le terrain de la montée aux extrêmes. Et donc, quand on met le doigt dans cet engrenage, effectivement, les discours et parfois, malheureusement, les actes s'emballent vers toujours plus de radicalité et d'extrémisme. Mais il faut quand même, là encore, faire attention à la différence entre les discours et les pratiques. D'accord ? On voit bien que des Russes, mais aussi des Ukrainiens, fuient la guerre, donc ils n'ont pas du tout envie de mourir, ils ont envie de vivre, sinon ils ne s'enfuiraient pas de leur pays pour ne pas avoir à subir cette guerre. Donc,
je ne pense pas qu'on puisse parler de manière globale d'une tendance ou d'une volonté suicidaire ou apocalyptique, ni chez les Russes, ni chez les Ukrainiens, a fortiori pas plus chez les Occidentaux. Non, je pense qu'il faut, au contraire, on voit bien, et heureusement, il faut s'en réjouir, il y a quand même une préservation d'une rationalité, notamment chez les dirigeants. Il faut simplement être capable d'aller au-delà des apparences, des discours de surface. Bien sûr, on est en guerre, donc il faut tenir un discours martial, parfois un peu radical, il faut motiver ses troupes. Mais jusqu'à présent, aucun des grands dirigeants, Vladimir Poutine ou Biden ou d'autres, n'a tenu de propos à proprement parler apocalyptiques. On a quelques personnes dans l'entourage de Vladimir Poutine qui tiennent des propos comme ça, mais bon, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils le font parce qu'on leur demande de le faire ou parce qu'ils ont envie de le faire, je ne sais pas. Mais les responsables russes sont justement, si j'ose dire, responsables. Bon, ils ont lancé une guerre pas très responsable, mais voilà, ils ne menacent pas à l'heure actuelle d'une apocalypse. Voilà, ils ne disent pas on va vous envoyer des bombes nucléaires, ils rappellent simplement un certain nombre de... C'est juste qu'à un moment donné, dans la guerre, arrive un moment où d'ailleurs comme dans ce film sur la Première Guerre mondiale, quand on donne la commande de faire un dernier assaut, mais que la guerre va être terminée dans 10 minutes, on le fait quand même et on meurt quand même. J'ai l'impression qu'on a passé une ligne rouge dans cette guerre où ceux qui sont restés en Russie sont vraiment capables de décider de mourir parce que c'est comme ça. Je n'en suis pas sûr, parce que justement la Russie est un très bon exemple de cela, et la Première Guerre mondiale le montre. La Première Guerre mondiale, on a deux empires qui se sont effondrés, parce que justement, donc l'Empire allemand et l'Empire russe, parce que quand la population allemande et la population russe s'est rendu compte que la guerre était perdue, eh bien elles ont dit stop, on ne va pas se faire tuer pour rien. D'accord ? Donc, effectivement, tant qu'il y a de l'espoir, si j'ose dire, tant qu'on peut espérer des deux côtés, russes comme ukrainiens aujourd'hui, remporter la guerre, et les deux peuvent, enfin remporter, en tout cas ne pas perdre la face, on va dire, pour les Russes, on peut avoir de la motivation. Mais quand tout est vraiment foutu, quand tout est vraiment perdu, alors les peuples savent se soulever, et les Russes le savent très bien, et Poutine, je pense, le sait très bien, parce que c'est précisément ce qui s'est passé en 1917, et c'est ce qui a provoqué la révolution que l'on sait. Donc, les gens, non, je ne pense pas qu'ils soient suicidaires. Si vraiment ils savent et ils sentent que c'est perdu, alors ils désobéiront d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'ils feront une révolution, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ils n'iront pas se faire tuer pour rien. Bah, pourtant, le phénomène d'un suicide collectif existe, même chez les à l'échelle d'un État, pas vraiment. Même chez les animaux. Oui, mais on n'est pas chez les animaux, justement. Bon. On est quand même à l'échelle d'un pays, d'un grand peuple, qui a une grande histoire, une grande culture. Je n'imagine pas un peuple se suicider. Les Japonais sont allés très loin dans la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne se sont pas suicidés pour autant, bien qu'ils avaient des kamikazes. Donc non, il faut là encore raison garder et ne pas paniquer, on va dire, inutilement. Je vais essayer de poser la question. Si j'arrive pas, je pense que vous allez comprendre ce que je veux vous poser comme question. Les Américains ont bombardé l'Irak et puis les Russes essayent de bombarder l'Ukraine. Au fond, c'est un peu comparable et similaire. Simplement, pour le Dieu, ce qui est important, c'est la motivation des bombardements. Quelle est la motivation je parle des Américains, de vouloir faire ces guerres, ces deux exemples? Là, vous avez parlé d'une seule guerre, la guerre irakienne et ukrainienne. Oui. Bon, alors, la guerre ukrainienne, elle s'est imposée à eux, c'est pas eux qui l'ont voulu, donc on pourrait y revenir. La guerre irakienne, c'est très compliqué, on pourrait encore y consacrer une émission entière. Il y a là encore, avant tout, une question de représentation et de mauvais jugement. Si on se suit à ce que disait, à la justification qui a été avancée, c'était l'idée de créer un effet domino dans ce qu'ils appelaient le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire l'idée que s'il y avait du terrorisme, c'était parce qu'il y avait de la dictature, de l'autoritarisme au Moyen-Orient, et que si donc on démocratisait le Moyen-Orient, on libérerait les peuples oppressés, et donc ils ne seraient plus susceptibles de verser dans l'islamisme qui pouvait devenir terroriste et anti-américaniste. Soit dit en passant, c'est une version low cost et mal recyclée de la doctrine Truman. La doctrine Truman en 1947, c'est quoi? C'est de dire il faut intervenir justement en Europe, notamment par le plan Marshall, et au Japon par le plan Dodge,
pour sortir les Européens de la misère, parce que alors là, c'est pas l'absence de démocratie, mais c'est la misère qui crée du communisme, et s'ils deviennent communistes, ils vont devenir soviétiques, et donc c'est mauvais pour nous. C'est le même raisonnement, sauf que là, alors qu'en 1945, le problème c'était il faut lutter contre la misère pour lutter contre le communisme, en 2003, les Américains ont dit il faut lutter contre l'autoritarisme, contre la dictature, pour lutter contre l'islamisme. Bon, c'est avéré que c'était une erreur totale de diagnostic, ce qui était moins le cas pour la doctrine Truman en 1947. Mais voilà, c'est le type de raisonnement dont les Américains sont assez friands, un peu du coup de billard à 3 bandes. Ça n'a pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, réussi. Ça a au contraire généré plus de terrorisme, donc ça a été un échec assez total de ce point de vue-là. Bon, la guerre ukrainienne, c'est très différent, puisque les Américains se trouvent embarqués dans cette guerre sans l'avoir voulu, même si de leur point de vue, alors je ne pense pas qu'ils le diraient comme ça, qu'ils allaient parler de ça comme d'une aubaine, mais bon, finalement, la guerre d'Ukraine affaiblit la Russie plus que les Américains auraient pu le rêver depuis longtemps et n'auraient jamais pu le faire par eux-mêmes. Donc finalement, la Russie s'est tirée toute seule d'une balle dans le pied, et les Américains, de ce point de vue-là, ne peuvent que s'en réjouir, même si provisoirement, ça les détourne de leur théâtre principal, d'après eux, qui est l'Indo-Pacifique, avec la montée en puissance de la Chine. Mais bon, ça permet aussi de neutraliser, sans doute pour longtemps, la capacité de nuisance russe. Et de ce point de vue-là, je pense qu'à long terme, ils ne peuvent que s'en réjouir. Donc vous confirmez que personne n'est derrière cette guerre. Parce qu'il y a encore Bismarck qui disait que la destitution de l'Union soviétique peut être faite via la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Donc l'idée est très très vieille. L'idée, vous voulez dire que... D'opposer l'Ukraine. Et je pense que le premier qui en parlait, c'était Bismarck. Je ne sais pas. Vous savez, une guerre a toujours une multitude de facteurs et il n'y a jamais une seule personne qui est derrière elle, même si là, la guerre elle a été déclenchée par la Russie. La Russie est un système quand même très autocratique, donc il y a quand même un homme qui l'a déclenché, qui s'appelle Vladimir Poutine. Il a lui-même, là encore, hein, moi je pense qu'il faut malgré tout prendre au sérieux nos dirigeants, de même que les Américains, George Bush, voilà, ils ont dit, parce que beaucoup de gens vont voilà, chercher des explications très complexes pour expliquer dans le pétrole, etc., l'invasion de l'Irak. Je ne dis pas que ça n'a pas d'influence, mais il y a quand même des textes officiels qui disent autre chose et il faut les prendre au sérieux aussi. Et je vous ai résumé quels étaient les discours officiels. Vladimir Poutine, l'été avant d'envahir l'Ukraine, il a produit un texte officiel où il explique très clairement pourquoi, d'après lui, l'Ukraine doit être attachée à la Russie. Donc je pense qu'on peut le prendre au sérieux et que c'est la principale motivation, elle est là. C'est la conviction que les Ukrainiens sont des Russes, que l'Ukraine a besoin de la Russie, que l'Ukraine était artificiellement séparée de la Russie et qu'il s'agit donc de réparer une erreur historique. Voilà, il y a une analyse et il y a des actes qui suivent. Est-ce que si je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a un Poutine collectif devant une marmite qui est la géopolitique et avec une grande louche, il est en train de faire une soupe et je ne sais pas ce qui va résulter quelle sera cette soupe. Ben, personne ne peut le savoir, mais il n'est pas tout seul, c'est ça. Il y a pas. Non, mais c'est pour ça que lui je dis Poutine et le reste collectif. du monde. Oui, Ouais. bien sûr. Ben, non, mais ça s'appelle l'histoire. C'est D'ailleurs, l'histoire. pour vous, Ce sont des États qui s'affrontent parfois, qui coopèrent d'autres fois, souvent qui font les deux à la fois. Et donc aujourd'hui, mais ça n'a rien de nouveau, comme à toutes les époques, on a des dirigeants qui parfois s'opposent, qui s'affrontent. Et n'oublions pas que le monde dans lequel on vit est loin d'être le monde le plus belliqueux, le plus conflictuel qui ait existé. Il faut toujours relativiser. Moi, je suis historien, donc je peux vous le dire. Prenez du recul, regardez ce qu'a été le XXe siècle. Le XXIe siècle, pour l'instant, même aujourd'hui en ces heures sombres, n'est pas si mal loti que cela. Vous savez, on dit par rapport aux écrivains que pour décrire quelque chose d'historique, il faut devenir une montagne de sel, c'est-à-dire qu'il faut cesser d'être, cesser d'avoir des émotions pour bien décrire la situation. On est peut-être trop dans les émotions pour bien sûr, il est pour très voir... important de les objectiviser, les émotions. Ouais. Les émotions, ce qu'en géopolitique on appelle des représentations finalement, il est important de les comprendre pour comprendre l'action des autres, mais voilà, il est aussi important d'être conscient que ce ne sont que des émotions, que ce ne sont que des représentations, de faire la distinction entre ce qui relève de la matérialité et ce qui relève de l'idéalité. Ce qui ne veut pas dire que l'idéalité n'a pas d'importance, mais ça veut dire qu'elle doit être traitée un peu différemment et qu'il est important de distinguer les deux. On essaie d'écrire, de réfléchir, de rencontrer les gens juste pour ne pas devenir fou. Mais pour vous, historien, combien de temps, dans l'échelle des années, il faut avoir pour voir objectivement la situation historique? À partir de combien d'années on peut
être suffisamment objectif pour décrire? Ce n'est pas une question d'objectivité, si vous voulez. On peut voir et étudier le passé avec un recul très court comme avec un recul très loin. Simplement, on le verra différemment. Et ça ne veut pas dire que les deux visions qu'on va produire, il y en a une qui est juste, il y en a une qui est fausse. Elles sont simplement différentes. L'historien, il écrit toujours depuis son temps et donc il pose au passé les questions qui sont celles de son présent. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'en être conscient et de le faire rigoureusement, sans tomber dans un anachronisme outrancier. Et donc, voilà, il n'y a pas de recul idéal. Il y a simplement être conscient que selon le recul qui est le nôtre, on aura des types de réponses qui seront de nature et d'utilité différentes. Et de manière générale, j'aurais presque envie de dire qu'en tout cas en termes d'interprétation de l'histoire, on ne cherche pas tant une vérité qu'une validité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une interprétation, une lecture qui fasse sens, qui éclaire des choses, qui permettent de mieux comprendre, d'ordonner le passé, mais prétendre avoir dégagé une vérité qui restera éternelle, bien sûr, sur un certain nombre de faits, c'est possible et nécessaire, mais l'historien, son travail, c'est principiellement d'établir des faits, mais c'est ensuite de donner du sens, de les mettre en rapport les uns avec les autres, de produire de l'interprétation. Et là, on passe du domaine du véridique au domaine plutôt du valide. Je comprends. Je suis désolée de vous avoir posé des questions profanes, mais je suis profane.